Brièvement, d'abord, en attendant que les gens nous rejoignent, je disais bonjour aux nouveaux Mhm. venus au fur et à mesure. On va commencer peut-être en commentant les petits KPI, donc en faisant connaissance avec les gens qui sont inscrits. J'aimerais bien avoir tes réactions, tes sentiments sur ces chiffres. Donc, il y a eu environ 270 personnes qui sont inscrites au live, mais également au replay, parce qu'il y en a qui ne sont pas disponibles et qui souhaitent avoir le replay. On a collecté Très environ bien. 84% de femmes, comme je te disais. En fait, c'est Pas l'opposé de étonné. Suleiman. Suleiman, c'est l'opposé la semaine dernière d'ailleurs. On le fera réagir. Ah, Il est là, hein, il est là dans le call, il m'a écrit. Donc, on le fera réagir de d'accord. temps en temps, Suleiman. Suleiman, Ravi. juste pour info, Olivia qui est dans mon équipe, Suleiman, c'est SK. De temps en temps, si on veut faire réagir Suleiman, c'est SK dans les participants. Et pour D'accord. les participants, Suleiman, c'est l'expert qui a animé la masterclass la semaine dernière, qui est sur des thématiques qui se rapprochent un peu de celle d'Issima. Donc, on va de temps en temps le poker pour qu'il nous donne son avis. Et donc, Issima, qu'est-ce que tu en penses de voilà, ces premiers chiffres-là? Écoute, je suis pas trop étonnée. Après, c'est vrai que ça ressemble assez, quand je regarde sur les équipes qu'on a sur le marché, à nos équipes. Au final, 84% de femmes à peu près, une vingtaine d'hommes. Donc, on essaye aussi de rééquilibrer un peu. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui seraient intéressés par les métiers de la beauté, les métiers de la cosmétique, surtout parce que enfin, tous les métiers externes, on va dire, au marketing, il y a la finance. C'est des métiers qui recrutent énormément dans la finance, dans tout ce qui est R&I, recherche et développement, R&D. On travaille énormément aussi avec des personnes de la supply, de la logistique. On travaille beaucoup avec des personnes sur le digital. Donc, on espère recruter un peu plus d'hommes dans le futur. Et puis, c'est vraiment un secteur d'activité qui est florissant et qui propose énormément d'opportunités. Donc, on serait ravis d'avoir plus d'hommes. Rejoignez-nous. Super. Et tu vois, les secteurs, les personnes qui sont inscrites, le top 3 des secteurs hein, qui est ressorti, bien sûr, industrie cosmétique, of course. Je crois qu'on a eu environ Bien sûr. 50% qui viennent de là. Marketing, et comme ça ne m'a pas étonné non plus, ça ne m'a pas C'est étonné, logique. Ouais. voilà, des métiers. Vente au détail non plus, je pense. Et tu aurais vu autre chose comme secteur? Digital, j'aurais pensé un peu plus. Hmm. Parce que bon, après, c'est dans les discussions qu'on peut avoir et les différentes questions que j'ai pu percevoir, il y a beaucoup d'éléments sur les canaux de distribution. Donc, je me disais que peut-être des personnes dans le digital, ça aurait pu être intéressant. Mais sinon, c'est assez clair et aligné avec le marketing, on va dire, de Oui. produits de beauté, de la beauté. C'est ça. Et par rapport au nombre d'années d'expérience, ben, la majorité, c'est entre 1 et 5 ans, suivi par 6 à 10 ans. Et ça, on en parlait avec Suleiman Oui. la semaine dernière. C'est lui qui m'a expliqué pourquoi il n'y a jamais de 10 à 15 ans, ma cible à moi. Il me disait, ben, les gens comme toi, en général, ils ont déjà une trajectoire assez claire, ils sont en train de viser des postes de direction, ils ne se cherchent pas. Mais ceux en dessous de 10 ans et ceux au-dessus de 20 ans, potentiellement, ceux au-dessus de 20 ans veulent pivoter ou veulent transiter. Et ceux en dessous se Ouais. cherchent encore un peu. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Écoute, je pense que tout dépend de l'industrie. Après, sur la beauté, on va dire que c'est une industrie qui est reliée à plein d'autres industries, notamment la mode. C'est aussi extrêmement relié à tout ce qui est digital, transformation digitale, tout ce qui est transformation aussi d'équipe, RH. Je pense qu'en fait, peu importe le secteur d'activité, il y a toujours une façon aussi dans nos vies on est un peu des chats avec 9 vies. Il y a toujours une opportunité d'un point de vue professionnel de pouvoir changer de secteur d'activité et puis switcher. Je pense qu'il y a plein de gens qui travaillaient pas chez L'Oréal, par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille. Il y a énormément de personnes qui venaient d'industries très différentes et qui se sont retrouvées propulsées à des postes de direction chez L'Oréal après 20 ans dans des entreprises, des industries qui étaient totalement différentes. Donc, pour moi, il y a toujours une opportunité. On peut toujours se rechercher, entre guillemets. Faut rechercher, faut transformer aussi. Super. Exactement. Et je pense que c'est aligné avec tu vois, le type de conseil, hein. Non, par contre, le type de conseil, je m'attendais un peu plus quand même sur les conseils de carrière. Là, Ouais, 74% essentiellement sont là pour des conseils de business, quoi. Donc, ouais, ouais, comment c'est faire vrai, des c'est vrai. affaires dans la cosmétique et le luxe. Moi, je pensais vraiment à la carrière, que tu auras des questions, comment est-ce qu'on rentre chez L'Oréal, comment est-ce qu'on gravite les échelons, tu vois. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, la dernière fois, j'ai participé à un événement à Dakar. Effectivement, j'avais beaucoup plus de questions autour de comment on monte les échelons. Mais écoute, c'est Ouais. peut-être aussi ça la force d'entourage. On verra bien. Et la cible, Voilà. 83% Afrique, hein. 83% Oui, Afrique, bah oui, 15% totalement, diaspora totalement. alliée. Moi, Le ça top m'aurait 3 étonné qu'on me pose des questions sur les États-Unis, par exemple, tu vois, oui. Anyway. au vu de mon poste actuel. Mais Et le top 3 ouais, le Bénin, ça ne m'étonne pas trop. On commence à avoir une grosse ouais, audience d'Ivoire Bénin ok. maintenant. Mais le Burkina, j'étais un peu surpris. Ouais, Donc, Burkina, j'étais Burkinabé, surprise aussi. oui. Et je pense que J'étais la aussi France est surprise. arrivée.
Si je prends le top 5 des pays, la France est arrivée numéro 4. Oui. France numéro 4. Suivi par le Ok, Sénégal. ouais. Voilà, donc bonjour à tous, toutes les personnes qui viennent du Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina, France et Sénégal. Bonjour à vous. On va démarrer avec un petit brise-glace, hein. On va introduire avec un premier brise-glace. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo d'Issima, ben Issima, on va refaire l'exercice ensemble. J'ai trois petites questions pour toi, pour t'introduire à la communauté sur Entourage. Première question sur Issima, pourquoi est-ce important de bâtir un réseau professionnel en Afrique selon toi? Alors là, on refait les questions-réponses, le quiz. Est-ce que je vais me souvenir d'attendre de ce que j'ai dit, mais pour moi, en fait, c'est quasiment impossible de réussir sur le marché, sur le continent africain sans avoir un réseau. Je pense que la force qu'on a aujourd'hui, c'est à la fois on est encore petit, donc on a vraiment l'opportunité dans différents secteurs d'activité de s'entraider, de réussir ensemble, d'avancer ensemble. Je pense que l'Afrique aussi, c'est un peu dans notre culture, on va dire ce qu'on appelle Ubuntu, c'est pouvoir travailler ensemble en communauté et s'aider. Donc ça, c'est aussi notre force. Et puis après, l'autre point pour moi qui est vraiment important, c'est s'assurer qu'on crée des générations de futurs leaders sur l'Afrique. Donc en travaillant ensemble, on peut s'entraider et on peut créer ensemble, on va dire, un avenir meilleur et des meilleures opportunités pour les Africains et pour le continent. Super. Deuxième question, quel est le conseil, toi, qui a personnellement marqué ton parcours? Alors j'en ai eu beaucoup des conseils, mais voilà, pour moi en fait, celui qui a été le plus important, c'était de rester soi-même. Mhm. C'est assez challengeant, alors surtout dans un univers qui est corporate, on va dire, de se retrouver voilà, propulsé dans un univers où on a besoin aussi de jouer le jeu, de composer avec les autres. Et je pense que le plus important, c'est de rester proche à ses valeurs, proche de ses valeurs, être soi-même, être authentique dans ce qu'on véhicule. Bien sûr, on peut toujours apprendre des autres, mais si on a une conviction qui est sûre, qui est certaine, c'est vraiment la garder et continuer à avancer avec. Et je pense que ça a été un peu la force sur mon parcours de m'assurer que je gardais mes valeurs. Je pense on aura des questions tout à l'heure sur ce point-là, donc je garde ça Ouais. pour après. Et troisième petite question, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Alors j'avais mis le lion. Alors déjà parce que je suis lion, je suis Oui. née en août. Mais pour moi le lion à la fois c'est voilà cette force de conviction et en même temps ce côté très protecteur. C'est vrai que bon après c'est plus dans le côté manager et leadership. J'ai un leadership plutôt de protection de mon équipe, mais parce qu'en fait j'essaye de faire en sorte qu'elles avancent avec elles-mêmes leurs propres valeurs et qu'elles soient on va dire, propulser le plus possible. Donc, dans les projets, dans les opportunités. Et ça, pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Super. Et un petit mot sur Entourage avant qu'on démarre. Je te laisse introduire Entourage. Moi, j'introduis l'entourage. Un petit mot. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative? Rejoignez-nous. Voilà. C'est pas clair. Merci Non, beaucoup. c'est un super projet. Je trouve qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui en Afrique. On a vraiment besoin d'avoir des plateformes où on peut échanger. C'est vrai que bon, il y a LinkedIn, on se retrouve un peu, on discute, mais je trouve que c'est assez informel. Souvent, on est un peu débordé. Ça m'arrive de regarder même des notifications sur LinkedIn 2 mois après. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent, mais en fait, tu m'as snobé. Alors, je me retrouve dans des événements avec ces personnes. Ils me disent, je t'ai écrit à tel moment et tu m'as jamais répondu. Et en fait, c'est juste que parfois on n'a pas de temps, on voit le projet, mais on ne comprend pas très bien là où on veut en venir. Donc voilà, je pense que Entourage, c'est vraiment s'assurer que on a une plateforme qui nous permet de streamer nos idées, de streamer nos projets et de pouvoir échanger avec différentes personnes sur le projet. C'est exactement ça. Merci pour ce petit mot sur Entourage. Je repartage mon écran à nouveau. Tu me dis juste si est-ce que tu vois mon écran? Tu Oui, vois je ce que vois je... ton écran. Super. Donc, voilà pour le petit brise-glace de Sima. Merci pour cette introduction. Je me présente brièvement à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Rauda Tamino. Je suis la fondatrice d'Entourage. Et comme Issima l'a dit, Entourage, c'est une plateforme qu'on a créée avec nos premiers experts pour démocratiser l'accès aux experts de premier plan en Afrique. Ça veut dire quoi? On est là avec les experts pour accélérer votre trajectoire professionnelle en Afrique. C'est des experts qui sont des devanciers. C'est des gens qui ont connu les mêmes problématiques que vous, qui les ont surmontées et qui sont prêts à vous partager leur expérience pour aller plus vite. Des experts qui sont des décideurs. Issima, c'est une directrice générale des marques de beauté chez L'Oréal. Donc, c'est une décideur qui a des opportunités à offrir. Et ensuite, c'est des experts qui sont des facilitateurs. Si votre projet est cohérent, impactant, les intéresse, ils peuvent investir, ils peuvent vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Et c'est ce qu'on fait chez Entourage. On accélère votre trajectoire en Afrique et on est là pour soutenir ceux qui construisent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Comment est-ce qu'on fait ça? On a mis en place cette plateforme qui vous permet de réserver des micro-consultations de 30 minutes à 1 heure
avec ces experts de premier plan pour avoir des conseils personnalisés pour développer votre carrière, votre entreprise ou votre expertise. Qu'est-ce qu'on promet derrière avec l'entourage? C'est un accès direct à ces devanciers qui ont surmonté les obstacles et qui veulent bien partager leur retour d'expérience pour vous aider à aller plus vite. C'est l'opportunité rare parce qu'ils sont hyper occupés et ils sont hyper sollicités, comme disait Issima, tout le temps sur LinkedIn des sollicitations et ils n'ont pas le temps de le structurer, de vous répondre. Mais ils jouent le jeu et consacrent en moyenne 1 heure à 2 heures par semaine maximum sur Entourage pour aider ces talents-là qui sont prêts, qui sont ambitieux et qui veulent développer leur projet en Afrique. Et bien sûr, le résultat, c'est un passage à l'action garanti pour que vous atteigniez plus vite vos objectifs. Pourquoi utiliser Entourage? C'est très simple. Vous vous connectez avec ces experts de qualité. Vous allez obtenir des conseils personnalisés et concrets et une feuille de route, on peut même dire. Et ensuite, vous atteignez facilement vos objectifs en Afrique. Voilà la promesse. Et on en parle tout à l'heure après la keynote d'Issima. Donc, au programme, on a 15 minutes avec Issima où elle va nous revenir, elle va nous expliquer sa vision de la thématique réussir dans l'industrie de la beauté et du luxe en Afrique. Quelles sont les stratégies pour créer, produire et distribuer dans un marché compétitif? Et ensuite, on a une dizaine de questions qu'on a collectées de chez vous, la communauté, et on en prendra quelques-unes dans le chat également pour creuser la discussion avec Issima. Et à la fin, je vous présente comment vous pouvez échanger avec Issima sur Entourage. Voilà pour moi. La parole est à toi, Issima. Je te laisse t'introduire, te présenter brièvement, et ensuite la keynote est à toi. Ok, bah écoutez, enchantée vraiment de tous vous rencontrer. Je sais pas combien on est, je crois qu'on est à peu près une trentaine, donc c'est bien parce que ça va être un peu plus intimiste. Exactement. Mais bon, après, je sais qu'il y aura d'autres qui vont pouvoir nous rejoindre. Juste rapidement sur mon parcours, donc j'ai 10 ans d'expérience sur le marché, le secteur des cosmétiques. Avant ça, j'ai travaillé un peu dans la mode, mais j'ai vite lâché parce que en fait, les cosmétiques, ça m'a tellement passionnée que j'ai préféré me concentrer sur ça. Donc 10 ans aujourd'hui. Alors j'ai commencé dans les cosmétiques un peu avant, en fait, on va dire 1 an chez Chanel. Et puis j'ai eu l'opportunité, après 1 an dans la mode slash communication, de travailler sur la beauté. J'ai eu un coup de cœur, donc j'ai repris mes études. J'ai fait un master 2 sur focus spécialisé sur les cosmétiques. Et ensuite, à la suite de ce master, j'ai intégré le groupe L'Oréal en tant que stagiaire. Et puis, en fait, voilà, l'aventure a commencé et je m'y suis plus. Et puis, j'ai eu l'occasion de partir un peu partout, de travailler sur différentes marques. J'ai commencé sur le hair care avec la marque Mizani que certaines ou certains doivent connaître. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'acquisition de marques, notamment des marques de skincare, de Cléor et Carita. Avant de rejoindre ensuite la division des produits grand public. Donc, travailler sur des marques comme L'Oréal Paris, où je suis restée 4 ans, et ensuite intégrer des marques comme Maybelline, NYX, et encore Essie, donc une marque de vernis à ongles. Et puis, j'ai travaillé quasiment exclusivement toute ma carrière en France, mais toujours avec un angle international, des projets internationaux, une gestion en fait de projets internationaux. Et puis, quand l'occasion s'est présentée et quand on a décidé de créer, enfin, on a décidé, quand le CEO du groupe a décidé de créer la zone Afrique, j'ai eu la chance de faire partie de cette aventure. Donc, ça fait maintenant 3 ans que je vis en Afrique du Sud et que je chapeaute toute la zone Afrique subsaharienne uniquement, donc pas Middle East et ni North Africa. Mais pour moi, c'est une super opportunité. C'était un peu un projet que j'avais en fait depuis que j'ai travaillé dans les cosmétiques. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai rejoint L'Oréal, en fait, c'est parce que le jury de recrutement de mon école, qui est l'Institut français de la mode, donc qui est l'école Mhm. numéro un de la mode et de la beauté au monde maintenant. Et du coup, dans mon jury d'admission, j'avais une RH L'Oréal qui m'a suivi tout le long de mon parcours de Master 2. Et quand j'ai fait mon entretien, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux travailler dans la beauté? Et je lui ai dit, parce que j'ai trop envie de lancer ma marque de cosmétiques en Afrique. Hmm. Et elle m'a dit, oh, bah, tu sais, tu peux le faire chez L'Oréal. Alors, à l'époque, j'avais rigolé, j'avais dit, oui, bah non, enfin, je vais le faire moi-même. Et puis, au final, on se retrouve là, 10 ans plus tard, en Afrique du Sud. Donc là, je suis à Johannesburg et on se retrouve ici. Alors, c'est pas ma marque, mais en même temps, c'est un peu mes marques puisque je gère un portefeuille aujourd'hui de 7, bientôt 8 marques. Donc, 4 marques de maquillage, donc en fait, 3, et on va en lancer une dernière l'année prochaine.
mais ça Oui. reste encore un petit secret. Et C'est entre puis, je nous. gère en parallèle, voilà, c'est un petit teasing, mais on va commencer à faire du teasing dans pas longtemps, donc voilà, je peux me permettre. Et puis, en parallèle, je gère également le développement produit de marques kenyanes qui sont des marques locales. Gold Touch, Versman et Nice and Lovely, qui sont exclusivement des marques de body, hein, de body care, donc pour Hmm. le corps. Voilà, déodorant, crème, lait, gel douche, voilà. Donc, je fais le développement en plus de ces marques-là. Très clair. Donc, voilà un peu. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on peut commencer un peu le keynote et les différentes thématiques. Donc, il y a eu On peut 4 y- questions. S'il y a des questions entre-temps, je te laisse me dire. Hein. Non, non, on commence Ok, avec celle-là déjà, oui. ok. Donc, on commence par la première. Yes. Ouais. Ok, donc du coup, la première question, c'était comment créer des produits qui répondent aux besoins et aux préférences du consommateur africain. Alors moi, en fait, sur cette question, je pense que l'Afrique est vraiment un continent qui a énormément de contrastes et qui vraiment a des choses extraordinaires à offrir. On a vraiment cette force de mêler à la fois tradition et modernité. Quand je parle, par exemple, de l'industrie de la mode, je pense qu'on a aussi cette force. On est vachement imprégné de nos cultures, de couturiers, de tailleurs, de tissus locaux. Et en même temps, on essaye, avec nos designers, nos créateurs africains, de prendre le pli aussi sur l'univers de la mode à l'international, tout en gardant à la fois nos traditions, mais en même temps en s'assurant qu'au niveau des coupes, au niveau des coutures, on puisse toucher aussi une cible qui est plus internationale. Et je pense que pour la beauté, c'est assez similaire. Hmm. Pour moi, on a une opportunité unique de vraiment façonner le marché. Et dans l'industrie de la beauté et du luxe, je pense que vraiment réussir, ça signifie vraiment de comprendre en fait toutes ces nuances et naviguer avec un paysage qui est assez compétitif. Voilà, dans l'univers de la beauté, que ce soit à l'international ou sur le continent africain, il y a énormément de marques. Alors, il y a à la fois les marques internationales, il y a les marques locales, il y a des marques qui sont importées, il y a du parallèle. Il y a des marques qui sont aussi les faux. Voilà, en fait, voilà, il suffit pour moi, le plus intéressant, c'est quand vous mettez un pas, faites un pas au Ghana ou au Nigeria et vous allez vraiment dans les marchés, ce qu'on appelle les open markets, hein, les gros marchés ouverts. Et là, vous avez tout. Vous avez à boire et à manger et il faut réussir un peu à définir sa stratégie. Et pour moi, ça s'imbrique en 4 points assez importants. Le premier, c'est vraiment de créer des produits qui sont adaptés aux consommateurs africains. Que ce soit une marque internationale ou une marque locale, je pense que c'est vraiment important de prendre en compte les besoins des consommateurs. Si je prends mes marques, par exemple, locales kenyanes, on s'assure qu'on lance des projets qui sont alignés avec ce que les consommateurs veulent recevoir, veulent avoir, et aussi avec leur culture, leur mentalité. Exemple, si j'ai une marque, sur ma marque de body care, on a lancé récemment un variant qui est lemon, qui est citron, donc un lait corps. Et parce que la question, c'était, OK, il y a eu à l'époque cette tendance d'éclaircir la peau, ce qui est absolument plus du tout OK, et on est tous conscients que c'est extrêmement dangereux. Mais la problématique des femmes noires, c'est que notre peau a tendance à être uneven, c'est-à-dire pas totalement de la même couleur. Uniforme. Voilà, donc on a cette problématique d'avoir le cou vs le visage qui a une couleur différente. On marque beaucoup plus facilement, nous les femmes noires, si on se cogne, si on a des piqûres de moustiques, on marque beaucoup plus facilement. Si derrière on va avoir des problèmes de peau, donc de l'acné, par exemple, des taches de soleil. Ça va rester très longtemps sur la peau. Et d'ailleurs, les femmes asiatiques ont la même problématique. Donc, comment s'assurer qu'on va répondre à ces besoins-là? Et donc, avec le variant lemon, donc citron, c'est en fait la vitamine C. Et la vitamine C est un élément, par exemple, qui marche extrêmement bien en Afrique parce que les femmes ont conscience que c'est un actif, un ingrédient qui est utilisé pour aussi permettre à la peau d'être uniforme. Voilà, uniforme, c'est ça, uneven. Voilà, donc ça c'est la peau est uniforme et donc s'assurer que du coup on a vraiment la même couleur de peau, la même teinte. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille et je pense que toute marque doit vraiment comprendre quel est le besoin du consommateur. Deux, pour moi, c'est aussi s'assurer qu'on maîtrise les défis de la production et ça, que ce soit local, une production qui est locale et à la fois durable. Alors c'est vrai que chez L'Oréal, on a très peu cette problématique. On a quelques
marques qui sont produites localement. La plupart sont des marques qui sont produites à l'international et qui sont ensuite envoyées. Mais je pense que le plus gros challenge qu'on a sur le continent africain, c'est la production. S'assurer qu'on puisse produire à des coûts qui sont quand même assez compétitifs vs nos concurrents, et s'assurer qu'on ait des produits qu'on produit localement mais qui sont de très bonne qualité. Et ça, je sais qu'en parlant avec des personnes qui sont dans l'industrie des cosmétiques, qui sont dans l'industrie même de l'artisanat, s'assurer de la qualité des produits et avoir ce sens de détail, c'est quelque chose qui est extrêmement challengeant pour le continent. Non pas parce que c'est pas dans notre culture, je pense que c'est un peu un mythe de dire l'Africain n'a pas le sens du détail. Je pense que il est tellement submergé par d'autres problématiques externes qu'il se dit bon, si je dois passer sur un ou deux détails, ça va. Et en fait, non. Je pense que le consommateur ne va pas euh, il va pas accepter en fait. Et surtout, si votre price point, si le prix de vos produits est vraiment élevé, le consommateur, alors là, vous êtes sûr qu'il va jamais lâcher sur le niveau de détail et s'assurer que le produit est durable. Donc ça, pour moi, c'est un vrai challenge. Le troisième point pour moi, c'est s'assurer d'optimiser la distribution pour atteindre vraiment une clientèle qui est diversifiée. Donc voilà, c'est vrai qu'on est quand même dans des marchés où on est plutôt sur une distribution traditionnelle de produits, c'est-à-dire soit dans certains pays, on est encore sur le marché, on va aller au marché acheter nos produits, on va aller dans certains pays plus développés, dans le centre commercial, on va aller, par exemple, voilà, tout ça, ça reste des distributions physiques. Alors qu'on voit de plus en plus une distribution digitale qui est en train d'être accélérée, et ça, c'est une opportunité qui est vraiment extraordinaire. Et je pense que, par exemple, les Nigérians, les Ghanéens, les Sud-Africains, donc plutôt les pays anglo-saxons, ont réussi vraiment à prendre le pli sur le digital aujourd'hui. Même moi, d'Afrique du Sud, c'est-à-dire que tout se fait sur WhatsApp. Et après, je fais un transfert d'argent et je reçois tout. Alors, ça marche sur la nourriture, par exemple, sur les pays francophones, mais sur tout ce qui est beauté, tout ce qui est Ouais. même industrie de la mode, voilà, des industries un peu plus pointues, on n'est pas encore totalement dedans. On a encore un peu peur. Est-ce que c'est de la vraie qualité? Mais le produit va arriver comment, etc. Et je pense que ça, c'est un vrai challenge. Et c'est un potentiel un levier d'opportunité pour les jeunes marques qui sont en train de se lancer sur leur business. Et en fait, vous allez souvent voir que vous allez attirer des consommateurs même qui sont extérieurs. Et si je prends le parallèle encore avec des amis qui travaillent dans l'univers de la mode ou encore deux, trois amis qui ont des marques de cosmétiques indépendantes, notamment je pense à mon amie Linda qui a la marque Suki Suki qui est une marque de cheveux pour les femmes afro. Euh, Elle a beaucoup de clientes qui demandent à commander ses produits, mais qui sont basées aux États-Unis ou en Angleterre. Hmm. Et c'est pareil pour la fashion. Si vous regardez les marques nigérianes de mode, leurs consommateurs sont beaucoup américains ou anglo-saxons. Alors il y a une diaspora aussi nigériane qui est dans ces pays, mais en parallèle, il y a aussi une attirance de la part des consommateurs vers le fait d'acheter des marques qui sont locales. Et je pense que pour la beauté, c'est exactement la même chose. Et après, le quatrième point pour moi, c'est s'assurer qu'on élabore un branding qui est vraiment distinctif et une identité qui est forte. Ça, c'est des points qu'on va un peu évoquer plus tard. Mais ça, pour moi, voilà, en fait, dès le logo, il faut que ce soit clair. Dès le produit clé, on doit toujours avoir et s'assurer qu'on ait un produit qui soit le produit star. Et en fait, quand on regarde souvent les marques qui réussissent le plus, c'est les marques qui ont un produit clé. Elles n'ont pas besoin d'en avoir 5000, voilà, d'avoir une grosse gamme et tout. Non, si vous avez un produit et ce produit-là qui fonctionne, vous êtes sûr de voir, c'est un peu votre vache à lait, quoi. En fait, hein, dans le marketing classique, c'est un peu ce qu'on apprend. Il faut avoir ta vache à lait et puis après, tous les produits additionnels qui arrivent, mais il faut avoir cette vache à lait-là et je pense que ça, c'est vraiment clé. Ok, super. Écoute, je pense que tu as résumé, tu as résumé la stratégie de création, production et distribution en quatre points clés. J'ai vu des gens mettre des cœurs. Je sais pas si vous voyez les cœurs passer là. Je pense que ton message, ça juste, ça résonnait. Voilà, ça repasse encore. Ça résonnait avec l'audience. Merci pour cette petite keynote. On va rentrer maintenant dans les questions. Tu es prête pour ces questions-là? On a une dizaine de questions bien précises pour toi, pour creuser un peu tout ça. Ça Ok, marche. Après, moi, j'ai répondu qu'au point 1, hein, donc j'ai encore les oh trois autres bon? points, hein. Oh, autant pour moi. Je pensais justement que les quatre ont été abordés. Ah, J'ai vas-y. été aussi lente que ça. J'ai fait 15 minutes en,
En une Non, question, là, ça me fait peur, non, en fait, là. tu as fait 5 minutes, mais j'avais l'impression que justement, le point 2 et 3 était maîtriser les défis de la production. Autant pour moi. My bad. Just continue, continue Ah non, alors. mais ça, c'est juste un peu l'énoncé. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Allons-y. J'ai pris des notes et j'ai des questions en plus, oui. D'accord, ok. Bah, écoute, après, ouais, bon, on va peut-être un peu, je vais aller un peu plus vite sur les autres points, mais la question 2, c'était maîtriser les défis. Oui. Moi, je pense que ce qui est important également sur ça, en fait, si on accélère un peu plus sur les défis locaux et s'assurer qu'on fait les choses correctement, c'est un, les infrastructures. Mhm. Je pense qu'on a une opportunité dans les cosmétiques d'avoir des infrastructures. Tu vois un peu, je sais pas si vous, enfin, bon, je donne un peu mon exemple de ce que j'ai vécu quand je travaillais à Paris, etc. Donc, il y a effectivement, nous, L'Oréal, on a nos propres labos. Et après, on va travailler avec des partenaires externes qui ont des produits un peu clés que L'Oréal n'a pas dans son portefeuille de produits ou de formules. Donc, ça va être par exemple les crayons bois, c'est des produits qu'on développe avec des partenaires externes, notamment des partenaires qui sont très connus pour faire des stabilos, pour faire les feutres, pour faire les crayons à papier. Donc, par exemple, si je prends Schwann, qui est un partenaire qui a la marque Stabilo, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de partenaire. Avec leur technologie, ils peuvent faire à la fois de la papeterie et à la fois des produits cosmétiques parce qu'ils ont la technologie du feutre pour faire des eyeliners, la technologie du crayon bois pour faire des crayons Kohl, Kajal, etc. Et moi, je pense que c'est des choses qui, dans le futur, pourraient être extrêmement intéressantes pour le marché africain. Par exemple, si je prends mon pays, le Congo, on est un des premiers exploitateurs de bois. On a les plus belles forêts, les plus grosses forêts du continent. Et je me dis pourquoi on n'a pas cette automatisation, cette transformation d'un produit et pas juste vendre notre bois à l'extérieur, mais pouvoir avoir cette opportunité d'accélérer sur une production qui est locale. Et donc du coup, ça permettrait à des marques de cosmétiques, par exemple locales, de pouvoir en parallèle euh, sourcer leurs produits directement en Afrique. Et donc, ça permettrait aussi de réduire, si je prends l'exemple des coûts additionnels, du transport, etc., de réduire nos coûts de transport. Ça, c'est un exemple, par exemple, qui pourrait être assez intéressant à exploiter. Et puis j'espère que voilà, après cette masterclass, si vous voulez aussi participer à des sessions, ça peut être intéressant d'en discuter. Mais voilà, moi je pense que c'est des projets qui sont extrêmement intéressants. Ensuite, sur le point qui est plutôt de optimiser la distribution en merchandising et toucher une clientèle qui est diversifiée, je pense que le plus important, c'est un merchandising qui est efficace. Alors, il y a à la fois la partie d'expérience immersive, c'est-à-dire, et nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez L'Oréal parce que, on a les moyens de le faire et ça, c'est une chance. On fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de pop-up. Là, par exemple, on va faire un gros pop-up au Nigeria pour décembre où on peut acheter des produits, gagner des spas, gagner des voyages. Voilà, c'est vraiment quelque chose, une expérience totale autour de la marque. Bien évidemment aussi mettre en place des vitrines, on va dire, les points de vente adaptés, un merchandising qui est adapté, mais également le storytelling qui va être mis en place d'un point de vue identité visuelle. Ça peut être un ingrédient clé qui est africain et donc comment on travaille sur cet ingrédient. Ça peut être, bon, si je prends le beurre de karité, je pense que c'est un des ingrédients le plus clé, mais quelle est l'histoire qu'on peut donner à ça? Et puis après, moi, il y a un point aussi qui pour moi est extrêmement important, c'est de s'assurer voilà, qu'on permet aux différents acteurs locaux de participer à ces projets. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée sur la zone, les trois quarts du merchandising qu'on avait étaient faits via l'Europe et envoyés en Afrique. Donc, si je prends ce qu'on appelle les wall units, hein, donc voilà, dans les points de vente, vous allez dans les drugstores, vous allez, voilà, c'était des choses qui étaient venues de France avec des règles et puis on envoyait ici soit en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, etc. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, non, on peut le faire en local. Donc, ça a été challengeant parce qu'il fallait trouver les bonnes personnes qui avaient la capacité d'avoir les bons matériaux, etc. Et en fait, c'est un travail qu'on a fait ensemble. C'est de se dire, OK, on va travailler ensemble, on va s'asseoir. Nous, c'est ça, nos prérequis. Il nous faut absolument ça, 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 et on va pas déroger sur le détail. Encore une fois, le sens du détail. Et eux, en parallèle, nous ont expliqué leurs problématiques. OK, donc on va s'asseoir, on va changer ça, ça. OK, nous, on peut peut-être bouger un peu les lignes sur ce point-là
mais vous devez nous aider sur l'autre point. Voilà, donc comment on va travailler ensemble et comment on va faire grandir chaque acteur en fait. Et pour moi, c'est aussi un exemple même par rapport à, on va, je dirais pas les célébrités, mais voilà, les différents ambassadeurs que j'ai pu signer sur mes marques. Ouais. Euh, Souvent, j'ai travaillé avec des ambassadeurs qui étaient très jeunes. Par exemple, si je prends Aira Star, quand on a signé Aira, elle avait à peine 18 ans. Je me souviens parce qu'on était partis aux États-Unis pour un shoot et c'était la première fois que je la rencontrais. Et on voulait aller en soirée, mais elle pouvait pas parce qu'elle avait pas 21 ans. Donc voilà, c'est des petits trucs qui sont assez marrants. Mais du coup, c'est comment on va l'accompagner, comment on va grandir avec elle. Donc aujourd'hui, c'est une méga célébrité. Je pense qu'on n'a même plus besoin de l'annoncer. Mais c'est comment voilà, on lui donne la chance et comment derrière on s'assure qu'on travaille ensemble pour son image. Donc ok, qu'est-ce que toi tu as besoin pour avancer. Comment nous, on peut t'aider pour avancer. Au début, c'était des, voilà, c'est par exemple, j'ai un concert à New York, il me faut un make-up artiste. Ok. J'ai personne pour me faire mon maquillage alors que j'ai un gros concert et je commence à peine à montrer ma carrière. Donc voilà, comment on travaille sur cette image ensemble. Ok, on va appeler l'équipe Maybelline à New York. Ok, nous, dans notre égérie, est-ce que vous n'avez pas une make-up artiste à nous envoyer? Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie de construire pour s'assurer qu'on puisse élever le niveau et grandir ensemble. Hmm. Et juste pour, si je Et, reviens sur le point de partenariat avec les acteurs locaux, là, quand tu as par rapport au, produit, au merchandising et aux productions, tout ça, ça fait à coût compétitif quand même? ah Comment bah tu arrives, oui, il faut. voilà, comment tu arrives à négocier ce coût-là? Parce que c'est le... Ma chère, la négociation, c'est je pense que tu ne peux pas survivre en Afrique sans esprit de négociation. Personnellement, je pense que c'est impossible. Et en fait, tu sais, la négociation, elle est pas problématique si elle est intelligente. C'est-à-dire que on peut pas négocier sur des choses qui sont non négociables. C'est-à-dire qu'à un moment, si le matériau utilisé coûte tel prix, bon, il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire que le prix est ça. Enfin, voilà. Donc, il y a un moment, voilà. Mais comment on peut affiner? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ok, bon, ça, peut-être qu'on va pas mettre des lumières, mais on va peut-être mettre des petites LED. Et donc, du coup, ça va aussi optimiser les coûts. Ok, là, est-ce qu'il nous faut vraiment une vitre, pas de vitre? Voilà, c'est des petites choses qui en fait peuvent permettre d'être un peu tactique. Avec mon équipe, par exemple, j'ai une fille dans mon équipe qui est géniale, qui est très très bonne aussi dans ça, Mélissa. Elle, par exemple, dans le côté un peu sustainability, faire s'assurer qu'on fait des choses qui sont écologiques. Elle a créé tout un système avec un de nos clients, enfin notre supplier, euh, où en fait on peut réutiliser les PLV et Hmm. juste en fait réadapter les images. Donc en fait c'est un espèce de système de plug and play Ok. en carton, Carton, comme un où en kit, quoi. fait, tu peux avoir, et tu joues un peu sur ces dimensions-là, et tu peux rechanger. Et ça, c'est un travail, on s'est assis, on a dit, OK, nous, ça nous coûte extrêmement cher de changer des PLV parce qu'on fait des animations tous les mois. Comment on peut optimiser ça? Et en fait, c'est des systèmes qui marchent assez bien. Donc voilà, donc ça, c'est un peu une partie qui est importante pour moi. Et puis après, le quatrième point, je dirais, c'est élaborer un branding. Donc, la partie sur élaborer un branding, c'est associer à la fois. Alors, moi, je travaille plutôt sur des marques pas tant luxe que ça, mais qui sont assez aspirationnelles. Voilà, c'est l'univers de la beauté. De toute façon, ça doit être assez aspirationnel. Tu peux pas créer une histoire sans avoir un storytelling. Et je pense que le plus important, c'est de mixer les deux cultures. Et ça a été assez facile sur certaines marques. Si je prends par exemple Maybelline, ça a été assez facile parce que Maybelline, c'est cool, c'est jeune, c'est New York, c'est vibrant. Même si tu n'es jamais allé à New York en tant qu'Africain, l'univers de Maybelline qui est la fête, qui est les festivals, qui est les Gen Z, là, les jeunes, sortir. C'est un univers qu'on retrouve assez rapidement aussi en Afrique, l'univers de la musique, l'univers de... Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Donc sur Maybelline, on a créé le storytelling autour de la musique, en signant à la fois une chanteuse, en faisant des partenariats avec des festivals, en faisant des... On a par exemple acheté certains droits d'artistes sur leur musique pour s'assurer que quand, par exemple, on fait nos campagnes publicitaires avec nos influenceurs, etc., on ait les droits TikTok de la musique, on ait les droits Instagram. Donc, c'est des choses, voilà, on trouvait des ponts autour. Et après, il y a des marques qui ont été un peu plus complexes, comme par exemple L'Oréal Paris, parce que Paris, c'est moins évident d'un point de vue storytelling à comprendre, à part la tour Eiffel et les macarons, quoi. C'est Hmm. un peu moins évident en termes d'histoire. C'est quoi le Parisian look? La parisienne, bon, pour
beaucoup de gens, c'est pas de maquillage, quoi. Alors, quand vous vendez du maquillage, Ouais. autant vous dire que c'est assez complexe. Donc, on a plutôt pris l'angle de la mode en se disant, ben, et c'est le cinéma et c'est la mode. Donc, on travaillait avec des designers. Quand on a signé notre égérie sur L'Oréal Paris, sur le maquillage, Temi Otedola, qui est nigériane, qui est extrêmement, enfin, qui est à fond dans la mode. On a fait un partenariat avec Glamour, par exemple, avec du coup une couverture, 6 pages pour l'annoncer comme égérie. Et en fait, comment on a mis en avant à la fois la mode et la beauté. On a travaillé avec que des créateurs africains, sud-africains et nigérians sur ce projet, qui ont tous participé. Par exemple, Tebe Magougou, je ne sais pas si tu connais, qui est un designer sud-africain, qui a même designé une robe pour Temi avec du coup sa tribu. Voilà, donc on a vraiment voulu travailler sur ça et je pense que ça a bien marché. L'idée aussi de faire aussi des masterclass pour décoder aussi la beauté pour certaines femmes. Et après, bon, il y a toute la partie identité visuelle, le logo, les couleurs, le design qui peut être inspiré aussi de culture locale. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants aussi. Super. Moi, ce que j'apprends, parce que je ne suis pas de l'univers, c'est ce que j'adore dans cette masterclass. Chaque semaine, j'apprends une nouvelle thématique. Et tu vois ce que j'entends là, et je pense que c'est des questions qu'on va avoir par rapport à la cible entrepreneur qui t'écoute. Le vrai challenge va être de dire, OK, c'est vrai, Issima, elle est chez L'Oréal, elle a les moyens. Moi, je suis entrepreneur, je veux lancer une marque, une petite marque. Comment est-ce que je décode tout ça pour l'appliquer à moi? Et moi, ce que j'entends, en tout cas en tant que personne qui n'est pas dans l'univers, ce que j'apprends là, en fait, c'est qu'il faut aller plus loin que juste l'identité de marque visuelle, le logo, le branding. Il y a tout un univers qu'on doit créer autour de la marque, toute une histoire qu'on doit raconter. Et c'est peut-être ça c'est peut-être ça qui manque de temps en temps sur les marques africaines. On va avoir de très belles photos, hein, des produits cosmétiques, mais pas forcément incarner toute la vision, l'univers, l'histoire derrière. Et ça, même quand on n'a pas beaucoup de moyens, on peut essayer de le reproduire d'une manière ou d'une autre. Et c'est assez intéressant. Exactement. Et surtout, encore une fois, que toute l'expérience soit la même. C'est-à-dire que du moment où j'ai découvert la marque, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on est aussi très bon sur l'image, mais après, le reste, ça ne suit pas forcément. Ou sur le point de vente, ou sur quand je reçois mon produit. C'est très simple, hein. Franchement, il y a combien de fois où j'ai commandé des produits avec une valeur qui était quand même pas déconnante, pas dérisoire. Par exemple, si j'ai des designers, puis je reçois le paquet DHL, j'ai envie de pleurer, quoi. Hmm. J'ouvre le truc, il y a même pas un petit mot, il y a rien, il y a aucune attention. C'est des produits vraiment, tu vois, qui coûtent quand même relativement cher. Je trouve que c'est quand même dommage de pas pouvoir avoir toute l'expérience qui est suivie derrière, même ne serait-ce que le CRM, tu vois, mettre en place, parce qu'on commande tous via aujourd'hui Shopify, etc. Comment s'assurer que tu mets en place ce système de ta base de données en disant est-ce que tu es satisfaite, est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que c'est des choses qui sont un peu ces plateformes-là, Shopify typiquement te permettent de faire ça. Donc Hmm. aujourd'hui, il y a aucune excuse de dire je peux pas le faire ou c'est trop complexe, je peux pas embaucher quelqu'un pour gérer le CRM. Non, absolument pas. Donc je pense que tout est tellement simplifié aujourd'hui, faire de la communication avec Canva. Enfin, en fait, il y a mille et un moyens en fait de communiquer sans embaucher 50 personnes. Et c'est ça aussi Ouais. la réalité. Très intéressant. C'est vrai que peut-être qu'on se concentre beaucoup sur créer le produit et pas, voilà, pas aller jusqu'au bout de la chaîne. Le créer, le Ouais, marketer, le vendre, le distribuer. Oui, jusqu'au bout de l'expérience client. Super intéressant. exact. Top. Est-ce que tu as fini ta keynote? J'ai fini ma keynote. Thanks a lot. Maintenant, on passe aux 10 premières questions. 10 questions pour toi. Les 10 premières questions, il y en a beaucoup quand même. Là, je t'ai mis les thématiques. Je vous ai mis les thématiques des questions que vous avez posées, chère communauté. Donc, je vais les poser à Issima au fur et à mesure. Et on va un petit peu échanger sur tout ça. J'arrête mon écran une seconde parce que je veux qu'on voit Issima voilà, en écran principal maintenant pour les questions. Donc, on commence avec une question pardon, sur la stratégie de distribution. Quels canaux de distribution sont les plus efficaces en Afrique pour atteindre plus facilement la cible dans le secteur des produits cosmétiques? Je crois que tu as commencé avec l'exemple de WhatsApp, par exemple, en Afrique du Sud. Tu disais sur WhatsApp que vous commandez tout sur WhatsApp. Et malgré ça, la livraison, vous payez en ligne sur une autre plateforme, je suppose, et c'est livré à temps. Tu peux un petit peu développer? Je pense que sur les cosmétiques, ça va vraiment dépendre de la catégorie. Euh, Si je prends les 4 grosses catégories, vous allez avoir le skincare, le haircare, le maquillage et le bodycare. Donc skincare plutôt visage, on va dire le face care plutôt que skincare.
Je pense que sur des produits de hair care et de skincare, les gens vont plutôt acheter le produit parce qu'ils vont d'abord regarder l'efficacité. C'est des produits qui sont d'abord sur l'efficacité. Donc si je vois que ma copine a utilisé ce sérum et que en fait toutes ces tâches sont parties, je vais vouloir acheter le sérum. Sur le maquillage, par exemple, et ça c'est pareil pour le hair care. Bon, après le hair care, c'est on va dire un peu plus fonctionnel. Ça va Ouais. être j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux secs, j'ai voilà des cheveux fins, colorés, et là on va acheter le shampoing adapté et tout. Mais encore sur le cheveu afro texturé, c'est encore différent parce que c'est des problématiques qui sont assez différentes. Est-ce que les cheveux sont nattés, pas nattés? Est-ce que du coup c'est les cheveux naturels? Est-ce qu'ils sont défrisés? Donc il y a encore beaucoup plus de marge, mais ça reste quand même assez fonctionnel. Par contre sur la beauté, c'est de l'attirance. La couleur me plaît, le rendu me plaît, le fond de teint, est-ce qu'il est longue tenue, etc. Donc ça, je pense que par exemple, des produits de maquillage, mis à part le fond de teint, parce que le fond de teint, il y a la problématique de la couleur, est-ce que la Mm. teinte me... Tous les autres produits pourraient se vendre sur le e-commerce. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, notamment tout ce qui est rating et reviews, hein, sur les plateformes de e-commerce, les gens, les enquêtes de satisfaction te permettent déjà d'avoir une idée. Mais généralement, tu vas avoir une couleur qui est portée par une influenceuse, tu dis c'est hyper joli, je vais l'acheter. Couleur de rouge à lèvres, etc. Sur le skincare, je pense que de plus en plus, on tend à aller vers du conseil, notamment du conseil dermatologique, parce que les gens sont un peu plus soucieux de la problématique de peau. Et là, je pense que c'est assez intéressant d'avoir quand même des canaux de distribution qui sont physiques, euh, et notamment des canaux de distribution qui sont non seulement physiques, mais on va dire sûrs. Mm. Euh, euh, un dermato, voilà, je pense que c'est même mieux d'aller chez le pharmacien, d'avoir chez les pharmaciens, par exemple, une dermato qui peut te prendre en consultation, avec qui tu peux échanger sur tes problématiques, tu vois. Tout va dépendre vraiment de l'univers dans lequel tu es et ce que tu essayes de pousser. Mais le plus important, c'est ces questions-là, dès le début, tu les poses à tes consommateurs. Si toi, tu devais acheter tel produit, par où t'irais? Puis aussi, il faut observer. Il faut aller dans la rue, il faut aller dans les boutiques. Nous, on fait des sorties dans les points de vente tous les mois. Dès que je vais dans un pays, les 2 premiers jours de la visite, pays, c'est d'abord dans les points de vente. Mm. Parler avec les consommatrices, regarder ce qu'elles achètent, parler avec les vendeuses, pourquoi elles préfèrent ça, mais ça marche, ça marche pas, pourquoi. Ah ouais, toi ça marche chez toi, et peut-être que au Kenya ça fonctionne, mais en Afrique du Sud ça marche pas. Il y a des produits, même moi je suis surprise quoi. Ça marche très très bien au Kenya, et puis en fait quand j'arrive en Afrique du Sud, ah non ça sort pas trop. Nigeria pas trop ça, et puis il y a des produits au Nigeria c'est un boom total. Et puis après, le reste, ça marche pas, ou l'Afrique francophone. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre les spécificités de chaque consommateur. Mais je pense qu'il y a une opportunité énorme sur le e-commerce. Ouais, dans l'industrie, très clair. Ouais. Deuxième question pour toi. Expansion de la marque. Quelles précautions et astuces adopter pour réussir une négociation avec des acteurs de la grande distribution afin de positionner ces produits dans les rayons internationaux? C'est très compliqué. Euh, le vrai point, et je pense que c'est même l'unique point, c'est la capacité de replenishment. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une production qui suit Hmm. si le produit marche et se vend. Et je pense que beaucoup d'acteurs africains aujourd'hui galèrent à cause de ça. Ils n'ont pas forcément la capacité. Déjà, quand vous êtes sur ce genre de clients, on ne parle pas d'une boutique, hein, on ne parle pas d'un réseau, hein, on parle de milliers de points de vente. Et souvent des points de vente qui sont dans plusieurs pays. Ouais. Donc, que ce soit Carrefour, que ce soit ici Clicks ou Discam. Donc, en fait, les régulations ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre. Donc, il faut vous assurer que derrière, le produit puisse aller avec toutes les régulations. Euh, et ensuite, avoir la capacité de suivre. Et ça, je pense que c'est le plus gros. Même les entrants, les personnes qui ont des marques indépendantes, qui se lancent, américaines par exemple, et qui se lancent chez Sephora ou Ulta. C'est-à-dire que si derrière, il n'y a pas la capacité de suivre, c'est très compliqué. Ouais.
Et après, bon, à l'époque, on aurait dit peut-être, est-ce qu'on a la capacité d'avoir des belles PLV ou mais bon, ça aujourd'hui, je pense qu'avec le digital, on peut avoir un super bel univers. Et puis derrière, ça suivra. Voilà, tu vois, je pense que ça, c'est un peu fini, l'ère de juste, il faut un beau point de vente, quoi. Je pense que ça a Mm. beaucoup shifté avec les réseaux sociaux. Donc, la capacité de production, de Oui, distribution et de restockage, au fait. Être sûr de ouais, pouvoir. exactement. C'est vraiment la capacité de production qui est la plus complexe, Et clairement. tu as une marque aujourd'hui en tête, une marque africaine qui arrive à bien faire ça en se distribuant avec dans la grande distribution depuis l'Afrique? J'ai un exemple de marque kenyane. Non, Sudaf. Je crois que c'est Anti-Jackie qui est une marque de cheveux afro Oui. et qui est une marque indépendante et elle a une capacité incroyable et franchement c'est une très jolie marque, c'est Anti-Jackie. Après, je pensais, alors comment elle s'appelle cette marque qui est kenyane, nigériane? Euh, Ça va me revenir. Mode Qui ou fait des beauté? crèmes solaires. Des crèmes solaires. Pardon. Oui, oui, qui fait des crèmes solaires. Ça va me revenir, je l'avais en Ouais. tête. Et là, c'est parti. Ça te revient, tu nous dis. Je demande des Ouais, exemples ça pour va me qu'ils aillent faire un peu de recherche, voilà, qu'ils aillent un petit peu lire sur ces entreprises pour comprendre Je suis leur même à deux histoire. doigts d'aller récupérer le produit dans ma salle de bain. À la fin de la session, tu iras récupérer, tu nous montreras. J'irai chercher, j'aurais dû avoir la petite trousse, tu sais, avec les petites Ouais. marques et faire l'influenceuse. Mais non, non, ça va me C'est revenir, ça va me important, tu revenir. vois, c'est important qu'on ait ce nom de marque pour faire l'exercice, au fait, qu'on aille se Oui. documenter, qu'on aille lire comment elles ont fait, c'est quoi leur parcours qui a fait que maintenant elles ont réussi à faire ça, mais qu'il y a tellement peu de marques qui arrivent vraiment à arriver à ce stade-là, quoi. So, yeah. Tiens, on va regarder ça. Uncover, c'est revenu. Uncover. Uncover. Donc, anti-Jackie et Uncover. Très bien. Ouais. OK. Parfait. On passe à la question suivante. C'est un peu lié également, c'est sur les normes et certifications. Quelles sont les certifications internationales nécessaires pour qu'une marque cosmétique africaine soit reconnue à l'échelle mondiale? Alors ça, après, il y en a assez différentes. Je pense que tout dépend aussi, pareil, encore une fois, de l'industrie dans laquelle tu travailles. C'est-à-dire que même si on est dans les cosmétiques, les certifications sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre, et surtout encore plus d'un produit à un autre. Il y a des régulations, par exemple, si je prends sur le maquillage même, les régulations sont pas les mêmes entre des produits de teint donc tout ce qui va toucher directement à la peau et VS par exemple tout ce qui va toucher aux yeux ou qui va toucher aux lèvres. Donc je pense qu'après il y a énormément de chambres. Il faut regarder par rapport à la chambre de commerce, il faut regarder également par rapport au produit, à l'endroit où tu veux distribuer, quelles sont les problématiques et quels sont les besoins qui vont être importants. Mais voilà, c'est assez différent d'un univers à un autre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va renchérir avec la concurrence et la différenciation du coup. Comment réussir Mhm. à se démarquer lorsqu'on a une marque locale opérant sur un marché envahi par les produits de beauté étrangers? Hmm. Alors, Donc, oui, non, en fait, encore, enfin bon, un, il y a des marques locales et notamment des marques sur des segments très spécifiques. Si je prends par exemple le corps, les gens ont tendance à préférer acheter des marques locales ok. parce que il y a des traditions locales qui sont mises en place, qui sont plus importantes, des ingrédients locaux qui sont plus importants. Donc par exemple le savon noir, le curcuma, ça va être le beurre de karité, le beurre de mangue. Voilà, c'est des éléments où, quand c'est fait localement, les gens sont même beaucoup plus en confiance, je dirais, d'acheter ces produits-là. Même si tu peux avoir quelques marques internationales comme des Mixa, etc. Mais même ces marques-là, Oui, toute l'histoire est jouée sur l'histoire locale aussi. Tu oui, vois, Mixa, Karité, etc. Donc, ça reste assez similaire. Donc ça, je pense que vraiment sur l'ingrédient, il y a une opportunité incroyable de se différencier. Et après, c'est sur le storytelling. Mais encore une fois, il y a une réalité. oui. Quand on travaille dans le milieu des cosmétiques, c'est quasiment impossible de toucher la masse. OK. Parce que ça demande une telle capacité de production, en local, je veux dire, hein, Mhm. que être vendu partout, c'est quasiment impossible.
sur une marque qui n'est pas une marque internationale, déjà racheté par un grand groupe, qui a vraiment, on va dire, tout l'attirail pour pouvoir être partout. Par Ok. contre, sur des produits de niche extrêmement premium, il y a une opportunité. Euh, Par exemple, si je prends les parfums, il y a Scent of Africa, qui est une marque de parfums ghanéenne Ok. et qui aujourd'hui est vendue dans beaucoup de pays africains, notamment aussi, c'est vendu, il me semble, sur Ethiopian Airlines. Il y a quelque chose, oui, Ethiopian Airlines. Et ça, c'est une marque locale qui travaille qu'avec des ingrédients africains. Mais on est sur une distribution qui est assez petite, Hmm. tu vois, mais une distribution qui est assez niche. C'est-à-dire que oui, comparé à des marques nationales de parfums qui sont quand même très chères, on est sur un prix relativement OK, on va dire 50 euros. Mais pour le marché africain, encore une fois, 50 euros, c'est pas rien. Oui. Tu vois, ça paraît pour nous, et avec peut-être qu'il y a de la diaspora et tout, bon, encore ça reste un peu OK, mais sur le marché africain, c'est quand même pas rien. Hmm. Donc, je pense que sur le marché de niche, il y a une opportunité encore plus grosse d'avoir des clients qui sont intéressés pour acheter localement et pour acheter de la qualité locale. Ouais. Ouais. Alors que une personne qui a peut-être un peu moins les moyens voudra d'abord pouvoir s'acheter, on va dire, du Zara. Tu vois, elle est plus attirée par des marques internationales parce que c'est aussi un peu un gage Réussite, de affordability. réussite, voilà, de train de vie, de lifestyle, quoi. Moi, j'achète telle marque, je peux me permettre d'acheter telle marque internationale. C'est Alors ça. qu'après, quand tu as déjà dépassé, que tu as un peu plus les moyens, tu n'es plus dans ce truc-là, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et tu vois, ça renchérit avec la question suivante. Après, il faut voir comment la prendre, hein. La perception des produits de luxe. Il demande quelle est la perception actuelle des produits de luxe dans les pays d'Afrique francophone. Existe-t-il encore des opportunités intéressantes à exploiter sur ce segment? Moi, je pense qu'il faut foncer, hein. Il y a une opportunité incroyable sur le luxe à l'africaine. C'est pas dit que ça vous allez toucher des Africains. Moi, je suis persuadée que le luxe à l'africaine, on va d'abord toucher des étrangers. On va Ok. d'abord toucher des étrangers et ensuite on va commencer à toucher les Africains parce que les étrangers vont acheter. Alors ça, après, on pourra dire peut-être oui, mais nous on soutient pas assez, etc. Moi, je pense que c'est pas ça la problématique. Est-ce qu'on soutient, est-ce qu'on soutient pas? Est-ce que c'est de la validation de l'extérieur pour dire du coup on peut acheter chez nous? Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que euh, si je prends le marché américain, le marché anglo-saxon, qui est assez friand des produits africains, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment une reconnaissance de la qualité locale. Et notamment, si je prends l'exemple des tissus ou l'exemple de l'art, les artistes, peintres, sculpteurs, etc., africains sont extrêmement valorisés parce qu'en fait, ils travaillent avec des produits qui sont sublimes, Mm. des matériaux qui sont sublimes et ils arrivent vraiment à dépasser la limite du matériau pour créer une forme, une histoire autour. Et certains designers africains, d'ailleurs, font leur business que sur ça. Et quand je dis designer, c'est pas dans la mode uniquement, hein. Vraiment, je parle des bijoux, je parle de, voilà, de l'art de la table. Il y a énormément de choses autour de ça. Le mobilier également, les métiers d'artisanat, quoi, en fait. Et ça, c'est vrai qu'il y a une opportunité qui peut être incroyable pour nous au niveau du luxe parce qu'on a tous ces matériaux-là à disposition. On a énormément d'artisans de qualité qui travaillent avec ça, qui malheureusement souvent n'ont pas le sens du détail. Mm. Et donc c'est à nous d'accompagner ces artisans, euh, que ce soit par exemple là où je vous parle, je suis assise sur une table qui est immense. Et c'est un bois que j'ai acheté au coin de la rue. Enfin, quand j'ai emménagé en Afrique du Sud, je cherchais ou faire mon mobilier ou acheter mon mobilier. Donc j'ai vite fait commencer un peu à faire des marques locales de mobilier. Et puis je me suis rendu compte que, un, les prix étaient totalement déconnants. Et puis de deux, qu'il me manquait cette touche locale. Et puis en fait, en tournant en voiture, je suis tombée sur ce monsieur qui vendait des troncs d'arbres. Et du coup, qui faisait avec ça des tables.
Et donc, il m'a fait vraiment la table, c'est le tronc, hein, c'est totalement le tronc d'arbre, donc tu as même les fissures. Et j'ai insisté parce qu'il m'a dit, est-ce que tu veux un tronc avec... Mais là, c'est trop fissuré, là, on peut pas, tu peux peut-être pas. Et j'ai dit, non, je veux justement que ce soit brut, parce que c'est ça qui est joli. Alors, du coup, tu as un coin de la table qui est plus étroit, un coin qui est un peu plus large, parce que c'est ça aussi la beauté, c'est de se dire, bon, bah, ok, si on est une table où on est 20 personnes assis, euh, il faut qu'on puisse toucher la table. Je veux que voilà, qu'il y ait une histoire autour. Donc il y a des trous. Il m'a demandé est-ce que je comble les trous avec de l'époxy. J'ai dit non, surtout pas. Mais il avait cette envie de me proposer des choses différentes. Il me dit je peux faire un époxy par exemple qui est coloré pour que du coup il y ait un côté glacé de la table, vitré de la table. Il m'a mis des pieds en métal qui sont eux-mêmes forgés. En fait, voilà, il y a des choses qui sont extraordinaires. Je sais que cette table, qui a tout cassé, me coûterait honnêtement 10 fois le prix, 12 fois le prix si je l'avais acheté en Europe. Hmm. Ouais. Euh, et pourquoi on n'a pas ce monsieur qui... en plus, avec le tronc, en plus, le mieux, c'est qu'avec ce tronc d'arbre, j'ai fait 3 autres tables qui étaient énormes. Donc, on parlait, j'ai une petite table basse et j'ai une table de jardin haute. Donc Ok. voilà, et en fait, je me dis, ça, c'est des choses qui sont géniales pour nous. On peut le faire avec la mode, on peut le faire avec la joaillerie, on peut le faire avec tellement de choses. On a de l'or, on a de l'argent, on a du cuivre, on a tout pour pouvoir faire ça. C'est vrai. Ok. That's good. Et ensuite, on va parler stratégie de marketing culturel. Comment Mhm. intégrer les spécificités culturelles africaines dans une stratégie marketing afin de mieux engager avec les consommateurs locaux? Est-ce que Euh, des exemples concrets de part d'expérience L'Oréal, oui. alors, nous, ce qu'on a fait sur certaines marques, si je prends L'Oréal Paris ou même mes marques locales, alors sur mes marques kenyanes locales, on a décidé de faire les pubs totalement en swahili, pas Ok. en anglais. Ok. Autant vous dire que c'est pas évident pour moi. Heureusement que j'ai Google Translate, mais voilà, c'était aussi un parti pris de se dire bon, ben, en fait, on va parler aux consommateurs. Les Kenyans sont très fiers de leur langue. Hmm. Euh, et donc, du coup, on fait nos publicités totalement en Swahili. Ok. Euh, on l'a fait aussi, par exemple, pour L'Oréal Paris, notre égérie sur le skincare qui est Toussoum Bendou, qui est une actrice. Euh, elle a également aussi fait une campagne où elle parlait en zoulou. Donc c'est un peu plus compliqué sur l'Afrique du Sud parce que il y a quand même 12 langues officielles. Mais c'était important pour nous parce elle est zoulou, parce qu'elle incarne cette culture zoulou. Et puis le zoulou reste la langue la plus parlée en Afrique du Sud, de s'assurer que du coup elle pouvait aussi parler zoulou dans la publicité. Ça c'est aussi un besoin culturel. Après, l'autre point, c'est la représentation de la diversité, Mhm. surtout quand vous avez des marques qui sont internationales. Oui. Souvent, c'est pas, on se rend pas compte. C'est pas que c'est fait contre la population noire, parce que j'ai aussi souvent des débats un peu houleux où on me dit ouais mais bon telle marque vous n'avez pas mis de personnes de couleur etc. Non c'est pas ça, c'est juste que il y a certaines marques qui sont beaucoup plus vendues en Europe, en Occident et je dis pas qu'il n'y a pas de noirs, mais c'est juste que pour eux c'est pas forcément une problématique, ça n'a jamais été remonté que ça posait problème. Par contre en Afrique il y a pas, vous pouvez pas faire une publicité et avoir un casting qui est 100% blanc, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Mm. Même en Afrique du Sud, où il y a quand même une population blanche, ça n'a même pas de sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi primordial, s'assurer que et ça, on travaille beaucoup avec les marques internationales. Donc il y a l'équipe qui développe, par exemple, Maybelline ou L'Oréal Paris, les produits qui développent les publicités. Euh, nous consulte en disant voilà le casting qu'on va avoir ce shoot. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que cette personne de couleur correspond aux besoins que vous avez dans votre pays? Par exemple, récemment, on m'a dit bon, on aimerait bien prendre une noire, mais en même temps, on a trouvé une fille qui était super jolie, une mannequin, et puis elle est voilée. Et moi, j'ai dit bah en soi, ça me dérange pas, mais dans mes populations, dans mes pays clés, il y a très peu de femmes musulmanes. Donc, est-ce que ça va toucher tout le monde? Je suis pas sûre. Par contre, si c'est une publicité qui est jouée, par exemple, sur le Ramadan, je veux m'assurer que pour des pays comme le Nigeria, comme East Africa,
Enfin, que ce soit la Somalie, que ce soit le Kenya ou certains pays comme la Côte d'Ivoire où il y a une population musulmane qui est assez importante, m'assurer que on a aussi une femme noire qui représente aussi cette diversité. C'est ça. Et Euh, dans cet exemple, par exemple, là, du coup, c'est un exemple de campagne plutôt, je sais pas, peut-être internationale. Et du coup, on vous consulte, vous, en Afrique, pour dire, voilà, on aimerait ouais. avoir votre avis sur ça. Mais du coup, quand c'est des marques qui sont portées par toi, directement pour l'Afrique, tu crées tes campagnes directement en Afrique Oui, avec des marques. Ouais. oui. Après là, c'est parce que j'ai mes égéries locales qui sont signées. J'ai mes mannequins locaux et je travaille avec mon agence. Là où il y aura de la subtilité, c'est plutôt autour bon, sur le produit, le maquillage, c'est un peu plus, on va dire, facile parce que tu as un look naturel, tu as un look un peu plus chargé. Euh, mais s'assurer, par exemple, c'est un peu le maquillage que les jeunes vont faire, si je touche les jeunes. Si c'est un côté un peu plus, on va dire, sophistiqué, classique, comme un L'Oréal Paris, ce sera pas le même maquillage parce que ce sera pas la même cible. Euh, et les femmes noires de 35 plus vont pas se maquiller comme les filles de 18-20 ans, tu vois. Mais ça, c'est un peu, on va dire, un peu des choses un peu plus classiques. Mais c'est important d'avoir cette culture-là. Euh, Par exemple, c'était important sur certaines campagnes de skincare même de haircare de s'assurer qu'on ait vraiment une texture afro courte. OK. Euh, Parce que même si les femmes vont pas forcément, elles vont porter leur perruque, elles vont avoir leur tresse, etc., elles vont quand même se dire, ouais, mais bon, est-ce qu'elle me correspond 100% Mhm. ou pas? Ou est-ce que c'est l'eau réalisé, entre guillemets, Mhm. Ouais, d'accord. tu vois? Ouais. OK. OK. Intéressant. Très bon exemple. Par rapport à l'expérience client, tu dirais quelles sont les actions concrètes qui peuvent être mises en place pour maximiser l'expérience client et favoriser la fidélisation dans le secteur du luxe en particulier en Afrique? Alors, l'expérience client, ça va être assez intéressant parce que tout va dépendre de ce qu'on dit dans l'expérience client. Si je prends les jeunes, je pense que ça va au-dessus de l'achat. Je pense que ça va vraiment sur la partie storytelling. Qu'est-ce que la marque représente et qui va me donner envie d'acheter? Ok. Euh, et pour moi, l'une des marques qui est la plus forte dans ça, c'est vraiment Maybelline, parce que peu importe où tu es, il y a une histoire qui est tellement forte que du coup, l'expérience client suit. Si je prends mes collègues qui sont en Inde, si je prends mes collègues à New York, en Angleterre, ici, en Afrique du Sud ou à Lagos, en fait, la marque, elle est connue parce qu'il y a une histoire et une expérience qui est tellement clair que ça donne envie d'acheter le produit et d'acheter la marque. Je pense que ça, c'est assez important. Après, si hors le storytelling et l'univers de la marque qui est clé pour l'expérience, je pense que c'est la capacité justement à transformer ce storytelling en, euh, en plusieurs aspects. Si je prends par exemple toujours dans l'univers de Maybelline, ok, si je suis dans un festival parce que je veux profiter avec mes copines, je vais retrouver Maybelline comme partenaire. Donc tu vas rentrer dans le festival, tu vas avoir une station de maquillage où tu peux te maquiller pendant que tu vas écouter tes chanteurs, et puis après tu vas te maquiller, puis après tu vas écouter tes chanteurs, bref. Donc on a carrément même dans certains pays notre propre festival, c'est-à-dire qu'on a le Maybelline Festival. Donc là tu peux venir et puis profiter, etc. Si je vais, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait récemment dans les universités, on fait ça. On va dans les Ok. universités, on a un bus, moi j'appelle ça le bus magique, dans quasiment tous les pays, on a un bus Maybelline qui se transforme en kiosque Ok. où tu peux faire ton maquillage. Donc le bus s'ouvre et puis du coup tu peux rentrer et puis faire ton maquillage et puis partir. Mais en fait c'est hyper bien parce que les jeunes, ils adorent. Nous on va dans les campus, on rencontre les jeunes. Donc en fait on récupère aussi vachement d'infos sur eux, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme produit qu'on n'a pas, etc. En parallèle, ils gagnent des produits gratuits parce qu'on a plein de jeux et tout, où ils peuvent s'amuser, découvrir, avoir des produits. Ils ont un maquillage gratuit. Autant dire que par exemple, même chez L'Oréal, les RH, ils rentrent dans le projet parce que du coup, ils veulent recruter les étudiants. Voilà.
Euh, En parallèle, par exemple, sur Maybelline, on a un projet sur la mental health, s'assurer du coup que on fait attention aux jeunes et on fait attention. En fait, on a un projet tout autour, un programme tout autour de la dépression chez les jeunes. Et donc, on travaille avec certaines boîtes qui fournissent des conseils, de la thérapie gratuite pour les jeunes, etc. Et donc, eux aussi rentrent dans le projet des campus. Ils vont venir avec nous, ils vont parler avec les jeunes. Souvent, les jeunes sont toujours un peu pleureux, surtout en Afrique, c'est encore un peu tabou, la dépression, etc. Mais ils sont un peu, voilà, ils sont pas forcément à l'aise à parler directement, mais ils vont prendre le numéro des thérapistes qui viennent avec nous, et après, ils vont faire des consultations. Et c'est des consultations qui sont gratuites en partenariat avec Maybelline. Donc voilà, il y a pas mal de projets comme ça qui en fait vont juste au-delà de l'expérience de je vais en point de vente, j'achète mon produit. Ouais, Après, sur le point de vente, pardon? je disais, justement, on ne vous attend pas là, par exemple, par rapport au Exactement. côté On n'attend mental. pas à avoir Maybelline là. Et en fait, du coup, les jeunes se disent, ah, mais c'est quand même cool. Ah ouais, mais Maybelline, en fait, c'est partout. Mais même les hommes, hein. C'est-à-dire que même quand on fait des festivals, là, pas plus tard qu'en octobre, il y avait plein de garçons qui venaient pour faire leur maquillage, qui voulaient avoir les paillettes, les machins, ils venaient avec leurs petites copines. Et en fait, ils voulaient faire les photos, les selfies. Nous, en fait, on a carrément même, comme je dis, on a notre propre scène. Parce que dans les festivals, tu as plusieurs scènes. Tu as la scène 1, la scène 2, etc. On a notre propre scène et on a les artistes qui vont jouer chez nous. Alors généralement, le stand Maybelline, c'est celui qui finit le plus tard. Ne me demande pas pourquoi. Tous les jeunes restent jusqu'à 4 heures du matin. Moi, au bout de 2 jours, j'étais crevée. J'ai dit à mon équipe, vous gérez. Moi, je reste pas. Je peux pas faire plus de 2 jours de plus à finir à 4 heures du matin. Mais en fait, ils adorent. Et parce qu'on a toujours des DJ un peu cool qui viennent après, qui restent sur scène, qui profitent. Voilà, il y a toute une histoire autour qui donne un peu envie aux jeunes de connaître la marque et de participer. On fait des événements avec Spotify, par exemple. Donc, on touche aussi beaucoup d'hommes avec Spotify parce que on a une collaboration avec eux. C'est ça aussi le network, hein, le réseau, par exemple. La DG Spotify Afrique qui est une amie de ma sœur, l'ancienne une ancienne de mes collègues est maintenant la directrice marketing de Spotify Afrique. Donc voilà, et en fait, on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, on fait les Get Ready with Music, où en fait, par exemple, on loue un hôtel, on invite des influenceurs et aussi des consommateurs pour une pyjama party. Et donc, du coup, tu viens avec ton ami, vous partagez la chambre, et puis tu fais du contenu, et puis en parallèle, tu as plein d'événements, plein de trucs, il y a des artistes qui viennent chanter. Voilà, il y a tellement de choses hyper intéressantes à faire. Mais je pense que les campus, par exemple, c'est un super exemple parce que tu permets, par exemple, de vendre des produits sur place. Donc, tu as l'expérience quand même de vente. Tu donnes des vouchers pour que les jeunes puissent acheter à des prix cassés ou des réductions des produits en ligne s'ils n'ont pas les moyens d'acheter sur place. Et puis en parallèle, tu les rencontres et tu passes du temps avec eux. Donc ça, c'est des journées. Moi, j'adore passer des journées en campus. Je peux passer ma journée entière, quoi. L'année dernière, je crois qu'on a fait gagner une voiture. Bon, alors c'était un peu excessif. Mais on a fait gagner une voiture. On a fait un jeu concours national dans tous les campus de toutes les universités d'Afrique du Sud. Et on a fait gagner une voiture Ouais, intéressant. à un étudiant. À un étudiant, justement. Wow. Donc, là, moi, en tout cas, par rapport à la question, c'est il y a tellement d'expériences que la marque peut proposer en dehors du point de vente, au fait. C'est comme si la marque Totalement. doit s'inventer aux différents moments de la vie ou aux différentes activités de la vie du client. Exactement. Mm. Et pas que penser au point de vente classique. Je pense qu'il y a plein de façons de vendre. Par exemple, là, l'équipe travaille beaucoup au Nigeria, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de ventes informelles au Nigeria, hein. Il y a quasiment personne qui achète en point de vente, hein. C'est assez incroyable, ça. C'est très spécifique au marché nigérian. Les gens commandent tous, on va dire, sur WhatsApp, etc. Et puis ma make-up artiste, par exemple. Donc les make-up artistes sont elles-mêmes vendeuses. Donc Oh, c'est un énorme business parce que on va acheter le kit de la make-up artiste. Donc elle va faire mon maquillage. Parce qu'au Nigeria, on a une make-up artiste pour. T'es invité à dîner, t'as des amis qui viennent à la super, maison, ouais. peu importe ce que tu vas faire, t'as ta make-up artiste. Et c'est assez drôle parce que du coup, elles achètent le kit. Si j'aime le eyeliner ou le fond de teint qu'elle a mis sur moi, je vais l'acheter chez elle. Très clair. Donc du OK. coup, l'idée, c'est comment travailler avec ces femmes
et leur permettre d'avoir un revenu additionnel. Nous aussi, en parallèle, travailler avec des actrices du marché qui sont hyper importantes et qui sont valorisées aussi, parce qu'elles comptent beaucoup Mhm. plus qu'une vendeuse en point de vente. Hein. C'est ça. Et Bonne tout est make-up très artiste spécifique. C'est avec spécifique au certaines années. Nigeria, là. Ah oui, une très bonne make-up artist au Nigeria, je peux te dire qu'elle est, elle a pas de souci d'argent. Elle n'a clairement pas de souci. Vraiment pas de souci d'argent. Elle gagne très très bien sa vie. Wow. Bon à savoir. J'ai une dernière Voilà. question pour toi. C'est sur le RSE. Sur la RSE dans l'industrie de la beauté et du luxe. Quels leviers peuvent être activés pour intégrer une approche éco-responsable dans la chaîne de valeur des produits de beauté et de luxe tout en répondant aux attentes des consommateurs africains? Ah, RSE. Non, après, voilà, encore une fois, je pense que sur le continent africain, il faut vraiment qu'on arrive à travailler avec nos produits locaux, nos ingrédients locaux, vraiment avoir une démarche de ressources équitables. Euh, il y a pas mal de marques d'ailleurs que je vois de cosmétiques, ah, il y en a une, ça va me revenir, qui fait des rouges à lèvres en bois. Enfin, du coup, le pack, c'est du bois Ok. local. C'est, ça va me revenir. Je crois qu'elle est nigériane. Voilà, je pense qu'il y a une opportunité énorme de travailler avec nos propres matériaux. Et puis après, je pense qu'on est quand même de façon globale très éco-conscient comparé à certains autres pays qui sont vraiment dans le gaspillage. Mhm. Euh, donc je pense qu'on a tous conscience de la valeur de l'eau, on a tous conscience de la valeur de l'électricité. Moi, je vis dans un pays où l'année dernière, je pense qu'on a eu la moitié de l'année en coupure d'électricité, quoi. Donc j'ai quand même de la chance parce que effectivement, j'ai pas de groupe. Voilà, moi c'était un point de ne pas avoir de groupe électrogène, mais panneaux solaires. Et en fait, on a tous investi dans les panneaux solaires. L'entreprise L'Oréal a investi dans les panneaux solaires. Donc maintenant, en fait, on n'a plus du tout de groupe électrogène. On est 100% panneaux solaires jusqu'à même la, l'usine qu'on a en Afrique du Sud est aussi en panneaux solaires 100%. Et en plus, c'est dans un pays où il fait beau toute l'année, quoi. Donc même en hiver, il fait 18 degrés, 20 degrés, donc la journée. Donc c'est quand même, et il fait soleil tout le temps. Il pleut quasiment jamais, ou il pleut très tard, et c'est une heure, et après il pleut plus. Donc voilà, je pense on a tous, en tant qu'Africains, on a quand même beaucoup plus conscience des problématiques RSE que certains autres continents. Donc ça, c'est une fierté. Il faut juste qu'on arrive à travailler avec. Mais je suis assez positive sur le fait qu'on réussira plus à travailler dessus correctement. Il faut juste qu'on se donne les moyens de le faire. Je pense qu'il faut justement pas aller dans le modèle chinois du plastique à fond. Voilà. Et, je pense qu'on a une opportunité énorme avec nos matériaux et plus on va commander en local, plus on va travailler avec nos produits locaux, plus on va aussi couper les coûts, augmenter nos marges et permettre de travailler ensemble, quoi. Purée. C'est un très bon mot pour la petite pause, pour qu'on parle d'entourage. Je trouve que tu as bien résumé parce que je te dis justement ce que j'ai appris de la masterclass. J'ai l'impression, hein, comme tu dis, dans la cosmétique, c'est quasiment impossible de faire un produit de masse. Et donc, déjà, quand on se met dans cette optique-là, quand on se met sur des niches bien précises, en apprenant, en comprenant son client, en apprenant beaucoup sur le client pour lui proposer des produits qui répondent à son besoin, toute la réflexion qu'on mène en termes de production, de packaging, de merchandising, rentre déjà dans une démarche un peu RSE, au fait, de ce que Mm. j'ai compris. Hein. Exactement. Super. On a encore deux questions, mais je marque juste 2 minutes de pause pour échanger avec la communauté parce que Wow, là, c'est c'est eux long. qui posent des questions. C'est eux qui nous posent quelques premières questions. Je repartage mon écran du coup pour qu'on passe sur les slides, si vous voulez bien. Si, comme moi, hein, vous avez appris, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui sont du milieu de la cosmétique et du luxe, pas moi. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup appris. Donc, en tout cas, si, comme moi, vous souhaitez échanger en privé avec Issima pour lui parler de vos problématiques de carrière ou de business, c'est ce que Entourage propose aujourd'hui. Et typiquement, hein, avec Entourage avec Entourage et avec Issima, vous pouvez, de manière concrète, accélérer votre projet en 3 étapes. Comment ça se passe? Lorsque vous réservez une session sur Entourage, une session de 30 minutes ou de 1 heure, vous envoyez les questions à l'avance, on les travaille ensemble et on les envoie à Issima. Donc, elle reçoit une fiche client sur vous où elle peut préparer la session en amont pour arriver préparée lors du call. Et quand elle rentre dans le call,
elle vous aide à élaborer une feuille de route pratique par rapport à votre problématique. Donc, c'est vraiment du personnalisé. Et après la session, mon équipe, on prend le relais pendant 2 mois et on fait un suivi personnalisé pour vous accompagner, pour mettre en pratique les conseils de ICIMA. Donc, c'est vraiment en 3 étapes. Préparation stratégique, consultation pour feuille de route pratique et passage à l'action. C'est ce qu'on propose sur Entourage. Et la recette est très simple, hein. Vous parlez 1 heure avec Issima sur Entourage et vous réglez le problème qui vous empêche de dormir depuis des semaines. Et pour ça, on a 2 types de sessions sur Entourage. On a des one-to-one, donc des sessions en tête-à-tête de 30 minutes à 60 minutes. C'est pour des professionnels qui sont déjà prêts à faire avancer leur carrière ou leur business en Afrique. Vous réservez des sessions pour échanger des experts comme Issima. Vous venez avec des questions déjà préparées et elle y répond derrière. Vous avez droit à un suivi personnalisé. Et dans le cas d'Issima, elle nous consacre en moyenne 2 heures par semaine, tous les lundis, je crois, sur Entourage, à partir de 17h GMT. Et pour ceux qui hésitent encore, qui n'ont pas encore bien réfléchi leur projet ou dont le projet est encore pas assez mature, on a même parlé ensemble avec Issima, il fallait faire quelque chose pour cette cible-là, et c'est les coffee chats. Donc, c'est des sessions groupées, limitées à 4 personnes, pour venir un petit peu échanger avec Issima sur vos premiers questionnements pour qu'elle vous donne des réponses, hein, à ce stade-là. Et l'avantage, c'est que c'est un tarif beaucoup plus réduit parce que vous êtes 4 dans le call. Et ça, on le fait qu'une seule fois par mois. C'est les premières sessions de chaque mois, donc les premiers lundis de chaque mois avec Issima. Et c'est à 18h GMT. Et tout ça, donc l'offre Entourage et Issima, c'est 2 offres. Et je crois que Issima n'est même pas au courant, mais on a créé un code promo. Issima, je n'ai même pas consulté. Je me suis dit, bah, de toute façon, tous les experts font ça. Ils sont pas là. C'est pas pour l'argent qu'ils sont sur Entourage. Ils sont là pour Non. transmettre. Donc, nous, c'est nous, Entourage. On a besoin de faire un business rentable. Donc, bien sûr que tout ça, on le structure parce que c'est un travail, c'est une valeur qu'on apporte avec les experts. Et du coup, Bellissima, elle joue le jeu, hein. Elle offre un code promo ISIMA25 qui est valable 48 heures pour réserver une session avec elle. Et en plus de cela, vous avez droit à 15 minutes additionnelles pour toutes les sessions de 1 heure que vous réservez. Et ça coûte 225 euros la session de 1 heure et 135 euros la session de 30 minutes. Et pour ceux qui sont encore un peu hésitants, bien sûr, il y a le coffee chat, les sessions groupées, qui, elles, coûtent 56 euros, donc moins de 35 000 francs CFA, pour échanger avec un expert de la cosmétique et de la beauté en Afrique et avoir des premières réponses à vos questions. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Il y a un petit sondage qui va être lancé là pour que vous nous dites, si vous voulez qu'on vous rappelle dans les prochains jours pour échanger, avec Issima. On vous accompagnera dans le processus. Donc, il y a un sondage là qui va apparaître à l'écran. Pendant que vous remplissez ce sondage, ici, moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les thématiques, quelles sont les problématiques que tu aimerais discuter durant ce genre de session, durant aussi bien des sessions en one-to-one que en coffee chat. Quels sont les challenges actuels dans le secteur, les questions qu'on te pose le plus souvent? Voilà. À quoi tu Ben, t'attendrais? en fait, je sais que voilà, la question de la réglementation, etc., c'est des choses qui reviennent assez souvent. Après, Hmm. on peut un peu pousser sur les problématiques qu'on peut avoir dessus, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à mettre en place. Donc ça, je serais ravie de pouvoir communiquer avec vous. Sur la partie aussi même, on va dire, produits clés, formulation, c'est quelque chose que j'adore. La formulation des produits, la problématique des produits et des formulations. C'est vrai que dans mon parcours, j'ai pu accompagner aussi certaines marques qui se créaient, même en partenariat avec L'Oréal. On est incubateur en fait de beaucoup de marques Ok. avec L'Oréal, et donc j'ai pu accompagner certaines marques qui se créaient sur l'histoire de leur marque, mais également aussi sur la formulation, sur les problématiques de packaging. Voilà, donc ça c'est des choses où je suis assez à l'aise. Et puis après, on peut aussi aller plus sur voilà, le dur du dur de l'enregistrement des produits, etc. Mais les statuts, bon voilà, je pense qu'il y a aussi des experts légaux qui doivent être dans l'entourage, qui pourront aider. Mais je serais ravie de pouvoir échanger avec vous dessus. Super. Et tu dirais aujourd'hui, toi, personnellement, par rapport à ce que tu fais chez L'Oréal, c'est quoi les challenges actuels dans le secteur? Est-ce qu'en dehors même des entrepreneurs ou de leurs besoins, quelles sont les discussions que tu aimerais avoir, que tu aimerais échanger avec, voilà, sur les challenges que tu rencontres aujourd'hui au niveau professionnel? J'en rencontre tellement des challenges, je pense que sinon c'est pas, sinon on travaillerait pas, non? On serait tous Oui. sur un yacht. Non, écoute, je pense que vraiment c'est des problématiques qui sont tellement différentes des uns des autres. Moi, j'adorais pouvoir discuter avec des personnes et échanger avec elles sur problématiques même digitales, tu vois. Encore une fois, moi, je pense qu'il y a des ponts qui sont hyper intéressants. On peut discuter également même de la problématique de partenariat, comment on crée des partenariats durables et qui s'inscrivent dans le temps. Ça, je pense que ça peut être aussi une belle opportunité à la fois
pour moi, pour L'Oréal, pour la personne qui travaille avec entourage, de réfléchir à ce genre de problématiques et de ponts, de projets. Et puis après, bon, il y a aussi comment avoir des acteurs qui sont beaucoup plus indépendants, à la fois financièrement, mais aussi à la fois créativement parlant, tu vois. Euh, Mm. Comment on va travailler même sur les brevets de certaines technologies. Je pense que ça, c'est aussi un vrai savoir, c'est aussi une vraie force que souvent on a. Voilà. Déposez vos noms, hein, déposez vos noms, déposez vos histoires, déposez, brevetez. Parce que je pense que la force des grosses marques de cosmétiques d'ailleurs est vraiment réside vraiment sur la partie voilà, brevet. Ok. Parce qu'on a des technologies qui sont spécifiques, mais je pense qu'en Afrique, il y a des technologies qui sont énormes. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais au Sénégal, j'ai ramené plein de produits. J'adore, quoi. Et en fait, il y a tellement, il y a une telle force locale. J'ai acheté un savon, le savon il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu les 2 derniers et j'ai dit, et le monsieur, et c'était à l'aéroport en plus avant de partir, et le monsieur il m'a dit, ça madame, ça sort comme des petits pains. Et je Ah. lui ai dit, mais il y en a plus, il en reste que 2 et tout. Il a réussi à m'en trouver 10 autres. Je suis rentrée, j'avais dit savons. Et je me suis dit, mais attends, elle est vendue à l'aéroport. Le nombre de gens qui voyagent, euh, je comprends pas en fait. Et l'étiquette, moi ça m'a fait halluciner quoi. L'étiquette du savon, c'est juste le numéro de téléphone de la dame et sa marque. Et le monsieur me dit, dès qu'il y a un savon qu'elle compose, ça sort, il y en a plus, donc on est obligé de les cacher pour pouvoir approvisionner tous les jours quoi à l'aéroport. Et toi, c'est Donc je l'odeur qui sais t'a pas attiré. sur quelle Tu mine connaissais d'or pas la cette marque dame avant. est. Pardon? La marque, tu la connaissais pas avant. Pas du tout. Et si t'as attiré, vu que du coup, il n'y a même pas de packaging, et c'est Les l'odeur ingrédients. ou Ben les non, ingrédients. le savon il est fermé, hein, donc il n'y a même pas l'odeur, c'est les ingrédients. C'est un savon au Ingrédients. curcuma Ok. et au café. Ok. Et donc, bon, je connais bien les propriétés du curcuma au café, j'adore le savon. Ouais. Et du coup, j'ai pris les 2 derniers et le monsieur m'a dit, mais ça part, Ah. vous n'avez pas idée. Et il Et m'en a cette marque, sorti 10 c'est autres. bu à l'aéroport, quoi. Vendus à l'aéroport. Donc, en fait, elle est sur une mine d'or, cette dame. Je l'ai même contactée pour te dire, c'était plus fort que moi. Fallait que je lui ai écrit sur Facebook, elle m'a pas répondu. Hein. Vous vous rendez compte, là, on est là, elle m'a toujours pas répondu. C'était il y a 3 semaines. Ça me rend verte. Donc, elle est Oui. assise sur une mine d'or. Elle sait même pas. Ouais. Et tu vois, Tu vois? je vous laisse finir, répondre au sondage, hein, mais c'est ça le point que je voulais aborder, parce que tu as parlé de l'incubateur de L'Oréal. Comment peut se passer une collaboration? Disons que par exemple, sur Entourage, tu as un entrepreneur qui a un projet de marque, qui vient échanger, tu trouves que il y a quelque chose derrière. Comment ça peut se passer une collaboration? Est-ce que même ça peut se passer une collaboration avec L'Oréal? Alors, L'Oréal a effectivement un incubateur et je pense qu'il faut regarder sur le site L'Oréal parce qu'ils le mettent vachement en avant, cet incubateur. Après, on a aussi les brainstorms. En fait, on a tellement de projets. On a les brainstorms avec les étudiants. Donc, en fait, voilà, L'Oréal a ce programme de brainstorm avec tous les étudiants des plus grosses écoles, que ce soit en Afrique. On a Brainstorm Afrique, on a Brainstorm Asie, enfin, voilà. Et en fait, ils pitchent un projet et ça leur donne l'opportunité de potentiellement être embauché chez L'Oréal et en plus de pouvoir avoir ce projet qui est fait. Il y a tellement de choses sur lesquelles on travaille avec le groupe euh, pour s'assurer que voilà, on comprend les consommateurs, on travaille ensemble, on est main dans la main. Euh, donc voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. Il y a toujours aussi l'idée des rachats. Hein. Voilà, quand vous avez un projet qui marche bien, qui commence à vraiment prendre, vous avez toujours aussi certaines marques qui sont intéressées certains groupes qui sont intéressés Mhm. pour acheter votre marque. Donc, et voilà, je pense que à mon sens, c'est pas une obligation, mais un vrai goal ultime d'un entrepreneur, par exemple, qui lance sa marque de cosmétiques, ce serait le rachat. Je pense que souvent les gens se disent c'est mon bébé. Alors ça c'est aussi un autre débat. C'est un autre débat. Une autre masterclass. C'est long, mais ouais, il y a beaucoup de gens qui ont C'est une tendance à discussion penser. tête à tête. C'est une discussion tête à Oui, tête. oui, et il y a beaucoup de gens qui commencent à penser que par exemple la marque est la leur et en fait c'est eux. Et en fait, il faut dépasser ce truc. Après, c'est peut-être parce que tout dépend de l'échelle dans laquelle vous voulez évoluer. S'il y a des gens qui préfèrent garder leur côté niche et pas être gros et pas. Mais en Hmm. vrai, beaucoup aussi souhaiteraient être plus gros. Et souvent, être plus gros passe par le rachat. Ouais. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça. Et qu'est-ce que tu mets en place
dans ta stratégie pour que à l'échelle, ta marque puisse être tellement visible qu'un groupe comme L'Oréal ou Estée Lauder ou peu importe se dise, OK, je vais racheter ça. C'est ça. Donc, même si c'est pas racheter, au moins investir pour qu'il soit actionnaire, pour t'aider à aller beaucoup plus vite. Ouais, Exactement. super important. Super, on va prendre une ou deux questions dans le chat. Je crois que c'est un peu lié à ça. Non, ils disent, est-ce que tu as identifié des archétypes féminins en Afrique? Si oui, lesquels? Est-ce qu'il existe des cabinets d'études observatoires sur les féminités en Afrique afin de comprendre les aspirations beauté des femmes africaines? Alors, il y a pas vraiment d'archétype. Bon, je dirais pas archétype. Bon, après, si, physiquement, il y a des traits différents. Ça, Ouais. c'est sûr. Mais bon, ça, on le connaît, hein, d'une femme peule. Enfin, je pense qu'on a une telle force aussi dans notre culture qu'on le voit tout de suite. En Afrique du Sud, c'est encore plus marqué. Ça, c'est assez. Moi, j'apprends tous les jours sur ça. Euh, Par exemple, sur les colords, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les métissages en Afrique du Sud, les personnes qui sont métisses, qu'il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a les whites, les blacks et les colords. Et Indian, pardon, et les colords. Et les colords, c'est tout le métissage, bon, malheureusement, souvent post-apartheid, voilà, quand même un métissage qui est issu de la culture du viol et tout, donc c'est pas forcément des très belles histoires, mais par contre, sur le mélange culturel, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que vous êtes à Cape Town, vous allez avoir des métissages entre les personnes d'Asie du Sud, plus noirs, plus indiens, plus blancs. Enfin, en fait, c'est assez incroyable. Donc, même dans les colords, je crois qu'il y a 12 types de colords ou 15 types de colords différents de métis. Ça ne viendra jamais à l'idée de me dire un métis, on va dire 12 ou 15 types de métis. Tu vois. Là, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si ça, on le voit un peu, après, on travaille avec alors, je dirais pas tant les cabinets, parce que moi, je pense que c'est toujours un peu traficoter les histoires de cabinets. Mhm. Je préfère rencontrer les gens. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une Consumer Marketing Intelligence. Donc, on a une team de Consumer Marketer Intelligence qui va travailler, donc CMI, ce qu'on appelle CMI, qui va travailler sur, voilà, parler avec les consommatrices et du coup avoir des reports, des data. Et nous, on fait ce qu'on appelle des Consumer Connect tous les mois. Ok. On a des interviews avec des consommateurs. Ok. Donc, sur la semaine entière, donc là, on est en plein dedans. Cette semaine, on a des interviews avec 5 femmes. Donc, hier, lundi, c'était 5 femmes du Nigeria. Là, aujourd'hui, c'était Afrique du Sud. Et hier, je crois que c'était Kenya ou avant-hier, c'était Kenya. Donc, voilà, on va parler avec ces consommatrices-là. Et donc, c'est vraiment c'est un interview, quoi. Donc, elles nous sortent leur Mhm. maquillage, leur trousse de beauté, elles nous parlent des produits. Il y a un modérateur, hein. Nous, on n'existe pas. Elles savent d'ailleurs pas du tout que c'est avec L'Oréal. Donc, c'est sur Zoom. Nous, on n'existe pas, ils nous voient pas. On est connectés, mais ils savent pas qui on est. Et puis, la modératrice a posé des questions sur les produits, qu'est-ce qu'elle utilise, pourquoi, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir, qu'est-ce qui manque. Donc voilà, donc on fait pour le maquillage, on fait pour le hair care, on fait pour le skin care, on fait pour toutes les catégories. Et moi, je pense que ça a plus de valeur. C'est ça. Et les Et études. puis après, ça va être tout ce qui est Google Search, hein. Je pense qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui accessibles à tous. Il suffit de regarder sur Google Search quels sont les produits les plus recherchés. Mhm. Et ça vous sort des datas assez incroyables. Il faut juste bien manipuler l'outil. Mais c'est assez intéressant quand on manipule bien Google Search, c'est très très bien. Très cool. Voilà. Même TikTok, d'ailleurs. Ah, même TikTok. Dis-nous Ah un ouais, peu plus. regardez les searches sur TikTok. De toute façon, TikTok, Instagram, tu peux voir avec un hashtag le nombre de personnes qui a recherché. Ça donne déjà un peu une idée via un hashtag comment le produit ou l'univers est perçu. C'est-à-dire que je sais pas si je tape hashtag euh, anti-acné, sérum, je vais voir tout de suite qu'est-ce qui est le plus ressorti, les vidéos les plus regardées. En fait, on a tous les réseaux sociaux, c'est incroyable. Moi, je pense que mon mari, tous les jours, il me dit, mais je passe combien de temps? Et je Mais comprends c'est ton même pas. Il y a des boulot. moments où je me réveille, Toi, c'est c'est ton horrible. boulot. Et je suis addict aux réseaux sociaux. C'est-à-dire il y a des moments où je me réveille, j'arrive pas à dormir, et puis je vais passer 3 heures sur Instagram. Mais en fait, c'est pas juste pour regarder des vidéos débiles ou quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Grave. je suis là, ah, mais trop bien, elle a posté ça, on pourrait faire un truc comme ça. Donc mon équipe est habituée parce que je leur ai dit, écoutez, c'est pas que je vous stalk la nuit et que je suis un peu folle et que je dors pas. Donc elles savent, quand elles vont se réveiller, elles vont voir. Mais il y a des moments, de façon totalement impromptue, je vais être là à 3 heures. Oh, trop bien, venez, on fait ça.
Voilà. Et ça va découler des idées assez cool. En plus, j'ai une équipe qui est jeune, qui est Réactif. dynamique, qui a plein d'idées. Donc, elles, c'est les premières dès qu'elles voient une vidéo. Là, hier, elles sont parties au centre commercial. Elles ont filmé, je pense, 15 contenus sur Black Friday, quoi. Ok. Hyper cool. Les beauty advisors, avec les vendeuses, elles ont fait des vidéos dès le taxi, dès le Uber, elles ont fait des vidéos. Enfin voilà, je pense qu'il y a tellement de trucs sympas qu'on peut faire. Il faut juste avoir une équipe qui a envie, qui a le dynamisme de le faire. Il faut oser, il faut être un peu entrepreneur aussi. Et je pense que chez L'Oréal, surtout quand vous travaillez en Afrique, ou même en fait dans des boîtes un peu corporate, en fait l'intrapreneuriat c'est hyper important. Il y a on n'a pas forcément les budgets. Hein. C'est vrai que par rapport à certaines marques, j'ai plus de budget, mais il y a plein de choses, c'est halluciné, hein, qu'on fait. Tu peux même pas te dire que moi, il y a des shoots que j'ai fait chez moi. Parce que, bon, niveau location de studio, c'est trop compliqué. Je dis, OK, bon, venez tous à la maison, on fait le shoot à la maison. J'ai pris ce mur-là, j'ai mis un fond blanc, et puis on a shooté à la maison. Euh, il y a des moments où, par exemple, faire les voice-over. Bon, maintenant, il y a l'AI. Donc, on peut dire que Ouais. oui, on peut utiliser l'AI pour faire les voice-over, tu sais, les sous-titres, les voix off dans les pubs. Mais ça sera jamais vraiment la bonne intonation, surtout quand tu vois, tu as un accent. Par exemple, en Afrique du Sud, on refait les voix off des publicités internationales parce qu'il y a Ouais. l'accent. Donc, si c'est pas un accent sudaf, en Franchement. anglais, Hmm. ça va pas, ça prend pas. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de prendre une fille de l'équipe, elle a une super belle voix, tu sais, elle me parle, et puis j'écoute sa voix, et puis je dis, mais t'as une voix incroyable, tu devrais faire des voix off. Et puis en fait, à la fin, je la rappelle, et puis je lui dis, bah, on va à telle pub. Et Oui, puis tu veux pas ok. faire la voix off? Et en fait, c'est ça qui est aussi génial en Afrique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sans rentrer dans. Et puis on s'entraide, tu vois. Euh, Ici en Afrique du Sud, on est sur le marketing, sur la zone Afrique, on est 30 personnes, hein. On n'est pas beaucoup, hein. Et on fait tout ensemble. On se débrouille, on shoot le contenu nous-mêmes. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en fait de façon facile, sans se prendre la tête. T'as un bon iPhone, tu peux faire des très belles choses. Hein. Ouais. Non, je pense, en plus, là, tu as répondu à la deuxième question qui était liée encore aux études. Et moi, je comprends qu'en gros, il faut parler aux clients. Il faut parler aux Ah oui. clients de manière anonyme, de manière frontale. Par exemple, l'exemple du bus. Aller dans les universités, donner des produits, interviewer, aller directement chercher l'information chez le client, en fait. C'est beaucoup plus Tu valorisé. sais, quand je suis arrivée sur l'Afrique, venant d'Europe, je comprenais pas pourquoi le mascara se vendait pas en Afrique. OK. Enfin, pour moi, c'est quelque chose, ça n'avait pas enfin, bon, un mascara, c'est un mascara. J'ai jamais compris pourquoi c'était compliqué. Mais parce que je pense que culturellement aussi, en Europe, c'est tellement un produit de base, et surtout c'est un des produits les plus achetés, bien plus que le fond de teint d'ailleurs, le mascara, que ça, j'ai pas compris. Je comprenais pas. Jusqu'à ce que je me rende compte que, celle qui était un peu experte, qui aimait le maquillage, elle faisait des extensions de fossiles OK. où elle mettait des fossiles quand elle sortait. Donc en fait, pour elle, il n'y avait aucun intérêt de mettre du mascara. Et jusqu'à ce que j'arrive en campus, au bout de 4 mois, ou 6, 5 mois, je vais on fait un campus là, pas très loin, à Pretoria. Et on devait tester un nouveau mascara, bref. Et donc, je donne les échantillons, bien sûr, cachés de nouveaux mascaras aux étudiants. Je dis, est-ce que vous pouvez l'essayer pour voir si ça marche sur vos cils? Et là, je découvre qu'il y en a aucune qui sait mettre un mascara. Hmm. Donc, elles n'achètent pas parce qu'elles savent pas comment l'utiliser. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et Ah bon? elle est là, et elle a le tube, et puis elle te dit, mais ils achètent bien mis, et puis tu vois, au début, la première, la deuxième, la troisième, je me dis, non, mais en fait, elles savent pas comment utiliser un mascara. Alors, quand toi, tu es un peu experte de ta catégorie, que tu connais le maquillage, pour toi, c'est logique, un mascara. Moi, je pourrais Oui. mettre le mascara la nuit, hein, les yeux fermés, tu t'éteins la lumière, je mettrai mon mascara très bien. Mes équipes, pareil, parce qu'elles sont toutes expertes du maquillage. Mais en fait, une personne lambda, c'est là où je me suis dit, mais elle a aucune conscience de comment un mascara. Donc, ça a été même un travail d'un point de vue digital de se dire, OK, On on fait le doit truc. décoder le mascara. Comment on explique à la consommatrice comment tu mets le mascara, comment tu appliques, comment ça prend cil par cil. Ça paraît débile, hein, mais quand tu regardes une publicité de mascara, elle fait juste ça et puis tu as l'avant-après.
Personne ne te dit comment elle a réussi à faire ça. Et ça intimide vachement de gens de mettre un truc sur l'œil, hein. Je pense, et en fait, il faut regarder les hommes. Donc, en vrai, parce que du coup, surtout sur le maquillage, des besoins un peu primaires, un peu classiques, je pense que tu donnes un mascara à un homme, tu lui dis mets le mascara, et il aura la même réaction qu'une fille de 16 ans qui sait pas comment appliquer le mascara. Parce que Intéressant. c'est hyper intimidant d'avoir un tube qui est près de ton œil que tu dois appliquer sur ton cil. Du coup, Donc c'est des c'est choses pareil. qui sont toutes bêtes, mais tu peux pas le savoir si tu n'as pas à tester avec la consommatrice. C'est impossible. Waouh. Ah, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça parce que je me disais, oui, ça a l'air basique, normalement, le mascara là-bas, ouais. C'est vrai. Quand tu as évolué en Europe, Ah oui, 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 oui. Ouais, ok. Ah. Aller au contact du client, c'est ça la morale. Aller au ouais, contact du client. exactement. Parfait, mais de toute façon, je vais te laisser le mot de la fin. Je crois qu'on est bientôt arrivé à la fin de cette masterclass. On a même débordé. Donc, déjà, merci pour ton temps, Issima. Donc, on est Pas de quasiment à la souci. fin. Vous avez bien compris le message, chers amis, hein. Si vous souhaitez passer à l'action avec Issima, si vous êtes un entrepreneur dans la beauté, le luxe, sur le marché africain, si vous êtes un professionnel ambitieux qui est intéressé par ce secteur et que vous voulez lancer un produit qui répond aux besoins et aux préférences des consommateurs, ou bien vous voulez maîtriser les défis de la production locale et de l'approvisionnement durable, ou même optimiser la distribution et le merchandising, et enfin, élaborer un branding distinctif. Réservez maintenant une session avec Issima. Elle est à votre écoute. Elle est disponible une fois par semaine, tous les lundis, sur Entourage. Vous avez le lien vers son profil Entourage dans le chat. Allez lire sa bio, son parcours, ses thématiques d'expertise. Apprenez sur elle et on vous appelle dès demain, hein, pour ceux qui veulent parler avec Issima. On vous appelle dès demain pour vous guider dans le processus Entourage slash Issima. Issima, le mot de la fin est pour toi. Juste, je dévoile la masterclass de la semaine prochaine, le jeu de notre cher Youssouf qui prendra ta place jeudi prochain à la même heure pour nous parler de stratégie d'investissement en Afrique et les financements immobiliers. Vous avez également le lien dans le chat pour vous inscrire à cette masterclass qui va être super également. Et le mot de la fin, c'est pour Issima. Merci pour ton temps et on espère que les, la communauté a beaucoup appris, comme moi j'ai beaucoup appris, et on espère donc que vous allez être inspiré maintenant pour aller plus loin et développer votre projet dans la cosmétique, le luxe et la beauté en Afrique. The floor is yours. Merci. Bah, écoute, j'ai pas grand-chose à dire à part merci déjà d'avoir participé à cette masterclass, d'avoir pu écouter un peu mon keynote. Et puis après, moi, je pense que vraiment l'Afrique, on a un laboratoire d'opportunités. Et, on a vraiment l'opportunité de construire ensemble, de créer des marques qui sont vraiment à fond sur à la fois la beauté, le luxe, mais également l'impact qu'on peut donner à ces marques-là. On a un marché qui est fort, on a un marché africain qui est ambitieux et on a vraiment beaucoup de défis à relever. Et donc voilà, vraiment encore une fois, les 4 points qui sont vraiment importants pour moi, c'est un, s'assurer de comprendre le consommateur, deux, réussir vraiment à surmonter en fait tous les défis de la production locale. Et Dieu sait que ce sont des défis assez complexes et je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Trois, vraiment investir dans la distribution qui est diversifiée. Et puis enfin, vraiment construire une identité de marque qui est forte. Donc voilà, c'était un peu la petite conclusion. Super. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez beaucoup appris. On se retrouve dans une semaine, même heure, sur Entourage. Passe une très bonne soirée, Issima, et merci beaucoup. Merci. Thank you Au so much. revoir. Bye bye. Au revoir tout le monde.